Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut toi. T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et images. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme les plus observateurs d'entre vous l'ont déjà remarqué, je ne suis pas dans une forêt. Alors, évidemment, je vais vous expliquer le comment du pourquoi très rapidement. Je vous demande, évidemment, puisque maintenant on se connaît un petit peu, je vous demande de mobiliser votre tolérance sur cet écart, ce coup de canif dans le contrat au niveau du format. Mais je ne sais pas pour quelle vraie raison valable, et on va le découvrir ensemble au fil de mes explications totalement alambiquées. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pu me résigner à ne rien enregistrer aujourd'hui. Ça m'a trop énervé. Pour vous la faire très courte, c'est la première fois donc aujourd'hui j'enregistrais le 14e épisode, puisque j'enregistrais le 13 avec un départ de compte à 0-0. Et c'est la première fois que la météo me bat complètement. C'est-à-dire que en plus de ça, je me suis levé un peu plus tôt que d'habitude, donc avant 5 heures. À peine les yeux ouverts, je constate avec plaisir que c'est pluie totale. Donc, je me dis, s'il pleut maintenant, avec un peu de chance, il pleuvra pas au moment où j'appuierai sur record. Et puis de toute façon, la forêt n'est pas... j'avais pas prévu de tourner dans la forêt qui est à côté de là où je suis actuellement, donc j'allais dans une autre zone. Je pars un petit peu en amont, donc de toute façon, c'est nuit noire au moment où je réfléchis à tout ça. J'arrive dans une première forêt qui est pas très très loin de là où je vis, de là où je suis en ce moment. Il pleut encore plus, donc j'attends 10, 15, 20 minutes, aucune variation pluviométrique, pour utiliser des termes spécialistes, puisque on parle tellement souvent de la météo et de la pluie dans ce podcast qu'en fait, je me demande si je vais pas démarcher Météo France ou des boîtes un peu spécialisées dans la météorologie, dans tout ça, pour sponsoriser, parce qu'à un moment donné, c'est bien de sensibiliser mon public à une industrie et à un secteur, mais il faut que j'en tire quelque chose. Donc, vous me connaissez, je me laisse pas abattre à la première tentative vaine. Donc, je prends ma petite voiture et je pars dans une seconde forêt où je me dis, il y a quand même 45 bornes de différence. Donc, tant pis, j'ai perdu un petit peu de temps sur le trajet, mais ça fera peut-être un épisode plus court. Mais tant pis. Au moins, je serai dans un environnement cohérent et il pleuvra pas, c'est sûr. Je me tape 45 bornes, il pleuvra pas. Et évidemment, j'arrive dans la seconde forêt. Qu'est-ce qui se passe ? Il pleut toujours, incroyable. Il pleut pas forcément plus que dans la première, mais il pleut. Et là, comme je vous ai expliqué 50 fois dans les épisodes précédents, j'applique ce que j'enseigne à mes élèves et ce que j'essaye de diffuser autour de moi, à savoir, je me fixe une deadline. Donc, je sais plus exactement quelle heure il était, mais je me dis à peu près que dans les 20 minutes, s'il n'y a pas une amélioration, en plus dans cette forêt, la deuxième dont je vous parle, il n'y a pas d'abri. Parce qu'à la rigueur, il y aurait juste un espèce de faux abribus en bois, là, comme il y a parfois, quand ils mettent les cartes avec les plans, des fois il y a ça. Il y aurait juste eu ça, en vrai, j'aurais sorti le matos et j'aurais commencé à enregistrer, et ça se serait entre guillemets arrêté là, même si l'épisode aurait pu être pénible à regarder en statique dans la forêt. Mais ce n'était pas le cas. Donc je me suis fixé une deadline, et à cette deadline-là, je me suis promis à moi-même de me barrer si ça pleuvait toujours. Donc évidemment, ça a été le cas. Ça a été compliqué parce que je vous dis, c'est la première fois que je perds face à la météo. Donc ça a pris 14 épisodes, donc c'est pas non plus, on va pas non plus pleurer se lamenter sur notre sort, mais ça fait bizarre. Donc du coup, je rentre. Le trajet est long, il est pluvieux, il est désagréable. Et évidemment, au moment où j'arrive
là où je réside actuellement, la pluie s'est allégée. Alors il pleut toujours, mais avec une plus petite pluie, donc ça fout encore plus les boules. On a encore plus envie de se battre, mais on ne sait pas contre qui, contre quoi. En même temps, la pluie, il en faut. Je ne vais pas vous faire un espèce de pseudo-cours béabatique sur l'importance des précipitations dans les périodes estivales. Mais donc voilà, donc je remonte hyper donc bredouille. Hein, c'est dur d'incarner ce mot. Je remonte bredouille. Vraiment une tentative inutile. J'ai pas marché, je me suis pas dépensé. Comme vous le savez, c'est les matins où j'enregistre Gambas des Gamberges, je ne fais pas de sport. Quand moi je fais pas de sport et que je me dépense pas assez fortement, pour pas dire violemment, le matin, je me sens pas très très bien. Je vais pas vous mentir. Enfin, ça va, mais je me sens pas dans une énergie et dans un mode qui me convient. Aujourd'hui, j'ai des rendez-vous qui s'enchaînent, ce qui est pas grave, mais ce qui veut dire que je vais pas pouvoir aller me taper mes deux heures de marche comme j'aurais aimé le faire. C'est pas grave, ça fait plaisir quand même. Donc je remonte très très énervé, enfin pas énervé, mais c'est pas le bon mot, déçu, voilà, déçu, un peu penaud, etc. Et en arrivant, je prépare, de toute façon, une de mes tâches sur mon programme du jour était de préparer un petit peu mes affaires, parce que là, dans quelques jours, je repars à Lille pour retravailler avec mon ami Guillaume Gabory de la Rocket School et préparer d'autres choses, d'autres formats, etc. Donc, je prépare un petit peu les affaires que j'ai ici. Et évidemment, en préparant tout ça, hop, il y a un petit micro qui passe dans mes mains, un micro comme celui que vous voyez là. Le seum est toujours là, le seum est toujours au rendez-vous, et je me dis, mec, il va être 7h du matin, ça fait presque 1h30, 2h que tu tournes dans le département pour essayer de trouver une forêt sans pluie, et que tu reviens en échec. Et là, bon, je suis dans une chambre qui est minuscule, où je peux à peine, je peux pas vous la montrer parce qu'il faudrait que je démonte le setup incroyable que j'ai fait, mais dans cette chambre-là, en fait, on ne peut pas être deux. On peut être deux si on est en mesure d'être extrêmement proche physiquement, mais on peut même pas se tourner. Rien que pour enlever la chaise, il faut que j'avance le bureau. Bref, c'est un espace confiné. Donc je me dis, non mais ici, je vais rien tourner du tout. Et puis au final, ça m'a tellement piqué au nez, ça m'a tellement énervé que j'ai installé le setup. J'ai voulu vous respecter, entre guillemets, parce que vous me faites de plus en plus plaisir. Je reçois de plus en plus de retours pertinents. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous positifs, et c'est pas du tout ce que je recherche, mais il y a toujours une intention de récompenser, entre guillemets, l'effort que je produis en continuant d'enregistrer ces épisodes. Dans chacun des retours que vous me faites, je ressens cette intention d'aide, d'assistance positive, bienveillante, et voilà, après les retours, je les prends, je les étudie, ils sont pas tous cohérents avec ma volonté d'aller dans le sens où je veux, mais il y a toujours, comme je vous dis, ce côté de nourrir l'avenir de ce podcast-là. Et donc, j'ai voulu, entre guillemets, comme je disais, vous respecter. Et au lieu de prendre le petit micro là que j'ai, qui en plus, comme je vous dis, sont des galères pour moi, les petits micros que j'ai quand je marche en forêt, parce que je vous ai expliqué 200 fois, donc je ne vais pas leur expliquer, mais ils bug. Et en fait, je passe 80% du temps de post-prod à gérer ces problèmes de son. J'ai fait le choix, d'ailleurs, cette semaine, on a été avec ma femme je vous disais, j'ai fait le choix, on a été voir les gens qui sont censés les prendre en garantie, avec une immobilisation assez longue des appareils. J'ai fait le choix d'attendre de décider si Gambas des Gamberges allait avoir un terme à la fin de la saison estivale, entre guillemets, ou la saison où le jour ne se lève plus assez tôt pour que je puisse tourner. Et si c'est le cas, vu que la garantie de toute façon est longue, elle dure 2 ans, d'envoyer ces 2 micros-là qui me servent surtout à être en setup mobile, en setup nomade dans la forêt, de les envoyer uniquement quand ça sera fini et que je pourrai partir sur d'autres trucs. Donc pour enfin terminer ma phrase, déjà j'ai voulu vous respecter, et donc j'ai sorti le SM7B. Donc parfois dans les épisodes je fais quelque chose qui n'est pas très bien. Ça m'arrive d'ailleurs de le faire dans la vraie vie, dans les conversations que j'ai, c'est que je sors des références, pas forcément de la pointe, mais des références d'avertis, des références d'initiés, et je prends pas le temps nécessairement de m'assurer que mes interlocuteurs ou mon interlocuteur comprend de quoi je suis en train de parler. Alors forcément, quand vous parlez à une audience, comme là je suis en train de le faire,
ou comme vous le faites quand on le fait, quand on écrit un post, un article ou quoi que ce soit, on n'a aucune idée de qui lit réellement le contenu ou entend le contenu, donc on ne peut absolument ni présumer ni deviner si on est compris. Donc quand je dis Shure SM7B, vous l'avez forcément déjà entendu dans un des épisodes de ce podcast, je parle de ce micro, et je me rappelle un épisode où je parle longuement de l'importance qu'a joué l'image dans le développement et le potentiel d'avenir du format podcast, cette fameuse période où en fait le podcast existe, pour votre information, le podcast existe depuis des décennies, mais n'était pas du tout un format plébiscité et même courant il y a encore assez peu de temps de ça. C'était plutôt un format de niche, un format de pointe, qui flirtait très étroitement avec avec les codes et le format, excusez-moi, de la radio. Et finalement, la radio a commencé à vidéo-diffuser d'abord en direct et puis en différé ses émissions. La plupart du temps, ce sont des stations qui ont fait ça pour fédérer plus fortement une communauté, montrer des choses qui se passent en studio. Je ne saurais pas vous dire quelle radio, alors dans le monde, évidemment, je ne saurais pas vous dire, mais en France, je ne saurais pas vous dire quelle radio a commencé à filmer ces émissions. Mais en tous les cas, je sais que j'ai fait partie de la génération qui a vu naître ce format-là. D'abord, on se connectait au live, évidemment, ça marchait une fois sur deux. Les connexions respectives de chacun faisaient que c'était une plaie à suivre. Et donc, ce qui se passait régulièrement, c'est qu'on se connectait à la vidéo. Je me rappelle, pour vous donner une petite anecdote, quand ça a commencé à apparaître en France, moi, j'étais jeune. Jeune, c'est jeune, mais encore plus jeune que jeune. Voilà. Vous savez, c'est comme... Il y a un film qui s'appelle Les Affranchis, si vous ne connaissez pas, où il y a un personnage magnifique, très bref. J'aime beaucoup parfois le détail que certains réalisateurs ou scénaristes apportent à des petits personnages. Là, on parle d'un vrai tout petit personnage qui s'appelle Jimmy Deux Fois. C'est un mec qui n'a pour seule fonction dans ce film d'être drôle parce qu'il répète absolument tout deux fois dans ce film, dans la vie. Et donc, il dit je vais chercher une cigarette. Je cherche une cigarette. Ah, tu l'as pas vu passer ? Tu l'as pas vu passer ? Voilà, c'est ça Jimmy Deux Fois. Donc là, je viens de vous faire une Jimmy Deux Fois, jeune, mais une Jimmy Deux Fois à but qualificatif. Ça veut dire que c'est pour amplifier la dimension jeune du mot jeune. Voilà. Donc, comme vous le constatez, je fais des digressions qui m'ont l'air d'un niveau nettement inférieur à celui que j'ai en forêt. Les amis, sachez que c'est complexe pour moi de parler sans marcher. Alors là, je le fais, je fais un effort et vous me voyez regarder devant moi. Ça n'est absolument pas la vidéo que je regarde, parce qu'encore une fois, la vidéo, elle est là où vous êtes vous, mais de l'autre côté, puisque je filme avec la caméra la caméra principale de l'iPhone. Mais ce que je regarde, c'est l'enregistrement du Shure SM7B, car je vous l'ai déjà dit moult fois, l'une des malédictions, l'une des épées de Damoclès du format podcast, alors que ce soit podcast ou n'importe quel type d'enregistrement, c'est la panne. Et en général, la panne la plus fréquente, c'est la panne son. Il y a moins de panne vidéo que de panne son. Et donc, mes yeux sont absolument obsédés par ma voix qui est en train d'écrire sur le logiciel d'enregistrement et pour m'assurer que ça ne s'arrête pas. D'ailleurs, pour votre gouverne, vous avez été très nombreux à me faire d'excellents retours sur le dernier épisode d'Entre nous qu'on a sorti avec Oussama concernant l'Ukraine, enfin, où on parle entre autres de son séjour en Ukraine en temps de guerre dans la famille de sa compagne. Bref, un épisode extrêmement intéressant où moi j'ai pris un kiff énorme excusez-moi, à essayer d'être l'interlocuteur le plus distributif, j'allais dire, mais j'ai essayé de remettre une pièce dans la machine d'Oussama pour qu'il continue, mais en même temps de quand même prendre la place nécessaire pour pas que ce soit juste un interrogatoire. Mais en fait, j'étais dans un tel kiff d'écoute que c'était difficile pour moi parfois de revenir sur la discussion. Et puis comme vous avez peut-être dû le remarquer avec mes petits coups de tête à droite ou à gauche, je gérais la technique en même temps. Mais pour votre gouverne, dans cet épisode-là, on a eu un problème de son encore. C'est-à-dire que entre nous, le format, dans le podcast, on a quasiment un problème technique par épisode. C'est pour vous dire à quel point c'est fréquent. Parfois, quand je parle avec des gens qui veulent faire un podcast et qui ne se sont pas encore lancés, ils ont l'air de penser que c'est simple à partir du moment où on a le bon matériel. Nous, on a du très bon matériel. Je peux vous garantir qu'on a un problème technique à chaque épisode, et y compris dans les épisodes où on va tourner dans des structures professionnelles, comme vous l'avez vu avec l'épisode où on est avec Athème. Donc bref, on a eu un problème de son, mais par chance, comme j'étais là pour gérer la technique, et donc j'étais assez concentré, grâce à ces logiciels qui vous font des retours, alors
J'avais aucun retour sur la vidéo, mais j'avais des retours sur le son. Je me suis rendu compte assez tôt que le son avait disparu. Et bon, on a perdu 2 minutes de l'épisode, mais on s'en est rendu compte suffisamment tôt pour pas foutre en l'air 30 à 40 minutes dans le vent. Ce qui aurait mis en plus un énorme coup au moral aux deux hurluberlus que nous sommes. Je viens de dire hurluberlu dans un podcast en 2023, moi-même ayant 33 ans, n'étant pourtant pas prédestiné à utiliser des mots de cet acabit-là, et ça s'est pourtant passé sous vos yeux. Donc là, je suis dans un trou noir de digression. Je sais absolument plus ce que je voulais vous dire. Mais voilà, j'ai voulu vous respecter en sortant le Shure SM7B. Mes yeux sont attirés donc par le retour, ne vous inquiétez pas. Je vous disais, j'étais jeune à l'époque, à l'époque où les radios ont commencé à diffuser en live leurs émissions, et à les capter déjà, parce que pour diffuser, c'est d'abord bien de capter. C'était dégueulasse à l'époque, vous vous en rendez bien compte. Alors déjà, il n'y avait pas tout ce qui était DSLR, donc les DSLR, c'est les appareils photo numériques très compacts. Compact, c'est pas le terme adéquat, parce que compact, ça veut vraiment dire quelque chose dans la photographie, mais c'était des appareils très petits par rapport à ce que représentaient d'énormes caméras, mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, je crois que les radios, pour des problèmes tout simplement de taille et d'envergure des studios qui n'étaient pas du tout faits à la base, et pas du tout construits pour de la captation vidéo, ils mettaient des espèces de petites caméras de capture, un peu comme des caméras de surveillance, vous savez, des caméras d'espionnage, et c'était dégueulasse. Mais le principal, c'était d'avoir... On avait vraiment l'impression de se connecter comme on peut maintenant aujourd'hui le faire sur certaines applications de vidéosurveillance. Vous savez, quand vous voulez checker la nounou de chez vous, là, quand vous la faites garder, je vois souvent des gens faire ça, c'est assez horrible, mais c'est comme ça. Ils surveillent leur maison de loin, mais ils surveillent un peu ce que le personnel de maison fait, entre guillemets, la nounou, la femme de ménage, etc. Ça ressemblait un peu à ça, si vous voyez de quoi je parle. Et donc, à cette époque-là, pourquoi moi je regardais ça et on était très friands de ce truc-là avec mes potes, c'est parce que une des premières émissions, une des premières radios dans lesquelles on a vu ça être démocratisé et régulièrement pratiqué, c'était Skyrock. Et avec mes camarades et moi-même, on écoutait beaucoup Skyrock pour une seule raison. Alors déjà, c'est parce que c'était une radio qui passait énormément de rap et que, comme vous l'avez certainement suivi, peut-être pour les plus fidèles d'entre vous, plutôt sur mes posts LinkedIn, le rap a été... quelque chose qui a beaucoup marqué mon adolescence. J'ai évolué dans un quartier où énormément de gens rappaient, étaient passionnés soit par le hip-hop, donc on avait quelques danseurs, mais certains graffiti artistes, mais beaucoup plus de chanteurs, entre guillemets, si j'ose dire chanteurs, beaucoup plus de plumes et de flow, beaucoup plus de gens qui rappaient, qui posaient. On avait la chance d'avoir autour de nous pas mal de studios avec des espèces de mecs qui sont restés des énigmes pour moi. Des ingénieurs du son en général qui avaient des studios et qui n'appartenaient absolument ni à notre milieu ni à notre tranche d'âge, notre génération. Évidemment, nous on avait 13, 14, 15, 16 ans et qui, je ne sais pas vraiment comment et pourquoi, avaient une espèce de passion à laisser leurs portes ouvertes à des plages très définies, des soirées en général de leur studio, et de nous laisser venir défoncer les micros. Alors quand je dis défoncer, c'est pas du tout matériellement, on prenait grand soin du matériel auquel on nous donnait accès, mais ils nous laissaient venir faire nos conneries, entre guillemets, dans leur cabine, dans leur studio. On débarquait des fois à 60, et c'était incroyable. Je me rappelle notamment d'un mec qui s'appelait Rémi Bienvenu, si je dis pas de bêtises, qui était un ingénieur du son du studio Vercingétorix à Paris 4, dans le Paris, au Moulin de la Vierge à Paris 14e, les longs des rails de train, là. Et c'était un mec de chez moi qui avait trouvé ce studio-là, et il nous avait dit, le gars qui gère le studio, c'était un studio qui était dans un centre un peu pour la jeunesse, vous savez, où il y a plein d'activités pour les jeunes, pas un truc des MJC, mais un peu dans ce type-là, avec des activités culturelles, sportives, etc. Et en fait, au fond du studio, au fond de cet établissement-là, de ce complexe, je sais pas comment on appelle ça, il y avait un studio d'enregistrement, mais attention, un Cali Pro, quoi, vraiment, avec des murs de 2 mètres d'épaisseur, une cabine, des vrais micros, etc. Pour nous, c'était un rêve, c'était comme si... c'était comme entrer dans un palace pour les gens qui aiment voyager, mais qui n'en ont pas du tout les moyens. Et un jour, on va là-bas, je sais plus qui nous amène, on va là-bas en équipe, et le mec accroche avec nous,
avec mes quelques camarades et moi. Moi, en plus de ça, j'avais non seulement un très fort attrait pour le rap, pour l'écriture et pour la pratique, on va dire, mais j'aimais aussi toucher au logiciel de MAO, on va dire de conception d'instrumental, de création musicale pour créer des instrus, parce que on aimait beaucoup rapper sur ce qu'on appelle des phases B. Donc des phases B, pour les gens qui comprennent pas ce terme, c'est quand on va prendre l'instrumental d'un morceau qui existe déjà, à savoir prenez votre morceau de rap préféré, si vous enlevez les voix, toutes les voix, il reste l'instrumental, et cet instrumental-là, parfois, à l'époque, ça c'était courant. On n'avait pas encore tous les logiciels de pirates et d'IA qui permettraient en un clic de virer les voix, mais il y avait des rappeurs, il y avait des artistes qui prenaient la peine de mettre sur l'album, ou en tout cas de mettre à disposition quelque part, l'instrumental seul, ce qu'on appelle la phase B, et ça permettait aux gens de kicker eux-mêmes cet instrumental, de venir poser leurs 16 mesures et de s'éclater avec. Et puis après, avec l'arrivée d'Internet et le développement aussi de l'accès à la technologie sonore, audio, il y a plein de gens qui nous donnaient accès à des phases B qui n'étaient pas du tout prévues à être accessibles. Et nous, on aimait bien kicker sur des phases B, on avait tous nos instrumentales préférés, sauf qu'en fait, le problème des phases B, c'est que les plus connus étaient toujours les meilleurs étaient toujours les plus connus, et tout le monde kickait un peu sur les mêmes phases B. Donc au bout d'un moment, c'était compliqué, et moi, ayant un frère musicien et des parents qui ont toujours été très portés sur la musique, et ayant fait moi-même un petit peu de musique beaucoup plus jeune, là pour le coup, triple jeune, Jimmy 3 fois, on aurait dit là pour le coup. Je m'intéressais beaucoup à la composition musicale, et ça, je sais que le Rémi, donc l'ingé son dont je vous parle, il avait été sensible, et lui, il était alors lui, il était dans l'électro, c'était un peu un passionné très niché dans un certain type d'électro dont je ne me rappelle pas spécifiquement. Alors nous, on ne comprenait rien à ce truc-là, pour nous, c'était du bruit et pas de la musique, et pourtant, on était des petits rappeurs, des petits loupards rappeurs, etc. Donc on n'avait aucune prétention esthétique, musicale, quoi que ce soit, mais pour nous, on comprenait pas cette musique-là. Et ouais, on avait vachement bien accroché avec ce mec, et j'ai jamais compris où il y trouvait son compte. Il nous laissait, il nous disait, ok, c'était les lundis, je me rappelle, les lundis soirs, et parfois les jeudis, et parfois en journée, et moi, je pouvais même l'appeler et lui dire, ouais, Rémi, j'ai écrit un truc incroyable, il faut que je l'enregistre. Il allait me laisser venir à un moment donné. Alors il fallait que je m'adapte à ses horaires aussi, mais il allait me laisser venir enregistrer dans son studio, qui est un studio professionnel, auquel il faisait payer l'accès à des vrais artistes. Enfin, c'était un truc extrêmement carré, hein. C'était pas de la merde, hein. C'était vraiment un truc ultra calé. Alors j'ai des souvenirs, des flashs qui m'apparaissent où je venais avec des amis à moi, on rappait, il y avait plein de gens à l'époque, il y avait 1000 groupes, il y avait beaucoup de groupes d'ailleurs à l'époque, il y avait très peu de solos, de rappeurs en solo, et on avait cet esprit de meute qui n'est... Je pense pas qu'il ait disparu avec les générations, mais si on regarde les 10-15 dernières années, même sans s'intéresser aux vedettes du rap, on retrouve beaucoup moins cet effet groupe. Nous, on était toujours en meute, on était toujours à 60, mais quand je dis à 60, c'était pas... Il y avait 2 mecs qui rappent et 58 qui venaient pour soutenir. C'était vraiment, il y avait chacun qui avait son équipe. On bossait avec des... Comment ils s'appelaient ? Ça remonte à tellement loin. Là, je vous parle de 2003, 2004, 2005, 2006. SDN Crew. Il y avait un truc comme ça. On posait avec des mecs Il y avait X-Bar. X-Bar, c'était des types du 14e. Enfin bref, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait vraiment... Ouais, c'était très rempli. Et c'était incroyable. Et je sais plus où je voulais en venir avec ça, mais... Si, c'était pour juste vous expliquer pourquoi... Incroyable. Vous expliquer pourquoi c'était important pour Méga et moi d'écouter la radio et de la regarder quand elle était diffusée, parce qu'il est arrivé à une époque où on était suffisamment confiant en notre capacité à être des rappeurs prometteurs, et comme je vous l'ai dit dans un post récent, il y a vraiment des gens de chez moi qui ont percé dans le rap et qui sont allés plus loin. Mais à cette époque-là, il y avait un énorme vivier de là d'où je viens. Moi, je viens du 15e sud-ouest, donc vers Ballard, etc. Il y avait beaucoup de gens qui rappaient à cette époque-là. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait ? C'est que donc il y avait une émission qui s'appelait Planète Rap sur Skyrock, où quand des rappeurs connus sortaient un album, ils étaient invités en général pendant une semaine donc dans l'émission Planète Rap, qui était menée par Frédéric Musa.
Fred Musa de Skyrock. Et il était très fréquent, je ne sais plus si c'était systématique ou pas, mais il était très fréquent qu'on puisse appeler la station pour rapper au téléphone en freestyle devant, entre guillemets, les artistes présents. Et donc, pour des petits affamés que nous étions, fans de nos artistes préférés, se dire qu'on allait pouvoir passer et claquer un 16 mesures, ça veut dire rapper en direct sur une instrumentale déjà diffusée à toute la France, mais dans les oreilles de nos idoles. Alors, idole, c'est un grand mot, mais de nos grands, entre guillemets, c'était quelque chose de très important. Et donc, on appelait quasiment à chaque Planète Rap où l'artiste était quelqu'un qu'on appréciait et qu'on aimait, et on a tous réussi à le faire, on a tous réussi à freestyler au téléphone. Moi, je me rappelle, j'avais pu le faire, il y avait eu... C'était pas MC Jean Gabin, je sais plus qui c'était peut-être Zoxy, je sais plus. Et la deuxième fois, c'était Medellin. Medellin, c'était une espèce de tandem de gars, je crois, qui avait fait un assemblage, une espèce d'album composé de plein de rappeurs où eux, ils produisaient l'instrumental. Et c'était assez drôle. Et ouais, je me rappelle plus du tout ce que j'avais posé. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Et on y croyait. Donc voilà pourquoi on s'est intéressé très tôt au format filmé des radios, et ce format a connu un tel succès dans le monde, et puis en France je pense qu'on a été un des pays où ça a connu peut-être pas le plus, mais beaucoup de succès, et donc les gens qui faisaient du podcast ont compris cet intérêt de venir humaniser et rapporter une dimension visuelle très intéressante et facile à maîtriser, parce que dans un environnement fixe, parce que un trépied, un câble, une caméra qui tourne, basta, on a la vidéo, alors que vous savez que sur un plateau télé, une émission, on va voir des gens en mouvement avec un environnement qui bouge, qui change, etc., avec des sources sonores de partout, de la lumière qui change de partout. C'est très compliqué de venir appliquer une technique, une production vidéo. Donc ces gens-là ont commencé à faire comme les stations de radio et à se filmer. Au début, ça pouvait avoir l'air chiant à mourir, étant donné qu'en fait, on avait l'impression de ne rien rajouter en valeur à ce qui était déjà fait. Mais en réalité, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que ce move incroyable d'avoir commencé à filmer ces émissions, c'est pas tant de venir mettre une couche humaine, même si c'est très important, sur le format, c'est surtout de diversifier les canaux de diffusion. Parce que à l'époque, peut-être que certains avaient mis leur podcast sur des plateformes vidéo en mettant juste l'image du visuel du podcast ou je sais pas quoi, mais ne demandez pas à quelqu'un d'aller sur YouTube écouter une vidéo où l'image est fixe. Peut-être que certains le font, et c'est sûr que certains le font, mais c'est horrible en fait. C'est horrible. C'est pour ça qu'on a inventé les clips, c'est pour ça qu'on a inventé plein de choses. Et c'est pour ça même que vous voyez des vidéos aujourd'hui où des no-face YouTubers, c'est-à-dire des gens dont on ne voit pas le visage, mais qui animent leurs vidéos par des images de stock, par d'autres images, etc. Et en fait, c'est hyper important. Donc, je ne sais plus où je voulais en venir. Si je voulais en venir, c'est incroyable le pouvoir de digression qu'il y a entre ici et la forêt. Le micro, grâce à l'avènement de l'image et de la vidéo dans le podcast, le micro a joué un énorme rôle. Enfin, avant de jouer un énorme rôle, le micro a cristallisé ce symbole de ce qu'est être en podcast, être interrogé. Et l'un des micros que vous avez le plus vu sans vous en rendre compte et auquel vous avez été le plus exposé en regardant des émissions d'abord de radio et après de podcast, quand les gens du podcast ont commencé à pouvoir s'équiper de manière très professionnelle, c'est ce micro-là, c'est ce qu'on appelle un Shure, Shure étant la marque allemande, si je dis pas de bêtises, ou américaine, mais je crois que c'est allemand, Shure SM7B. Attention, c'est pas un micro qui est exclusivement réservé à l'enregistrement radio, broadcast, podcast, etc. Il a été utilisé par certains artistes, certains créateurs en studio d'enregistrement, on va dire, de musique. Mais c'est ce visuel-là, dont je pense Shure est un peu l'innovateur, le créateur, ce micro en forme de cylindre. Alors, il y a plein de micros en forme de cylindre, mais en général, les cylindres ne sont pas dirigés vers votre bouche. Ils sont devant vous. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ont déjà posé en studio, enregistré en studio, savent qu'un micro, c'est quelque chose qu'on a devant soi et qui nous cache en général le museau, ce qui est un gros problème. En plus de ça, en général, il y a ce qu'on appelle un anti-pop devant. Donc là, la bonnette, c'est la partie en mousse. Là, si je fais ça, je ne sais pas si vous entendez, mais la bonnette du micro du Shure SM7B est un élément très technique et très bien développé, mais donc fait un peu office d'anti-pop, mais
sur les micros beaucoup plus sensibles et qui n'ont qu'une grille devant la membrane du micro, il y a un rond avec du tissu tendu, et ce qui fait qu'en fait on voit absolument pas la tronche de la personne qui est derrière, à part ses yeux qui bougent. Et donc l'arrivée de ce cylindre en canon qui vise la bouche, donc il faut vraiment parler pour avoir un son dans un Shure comme ça, et pas le mettre, alors je vais pas le faire parce que ça va être désagréable à écouter, mais et pas le mettre plaqué contre sa tronche verticale. Et donc déjà ça a dégagé les visages, ça a dégagé l'identification des personnes, et c'est comme c'était peut-être l'un des seuls, voire le seul modèle qui existait sur ce marché disponible. Alors attention, ça coûte quand même un billet. Tout le monde s'en est équipé, c'était très pratique. C'est des micros qui sont solides, c'est des micros qui sont rustiques, mine de rien, et qui font un job de très haute qualité. Et en plus de ça, au départ, la microphonie, enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, tout ce qui était géré en termes d'audio était géré à l'époque par des vrais professionnels, puisqu'on ne pouvait pas, il n'y avait pas de solution plug and play, des solutions extrêmement simples, il n'y avait pas de micro USB, il n'y avait pas de toutes ces avancées technologiques aujourd'hui qui rendent extrêmement accessible un enregistrement de podcast. Aujourd'hui, il n'y avait pas... Enfin bref, je ne vais pas tourner autour du pot. Tous ces trucs-là étaient gérés par des vrais ingé-sons, par des vrais professionnels, et c'est pour ça en fait qu'il y en avait autant, parce qu'il y avait déjà beaucoup de professionnels qui géraient tout ça. C'était toujours des professionnels qui géraient les enregistrements, et ça c'est du matériel de professionnel, et donc un professionnel, vous lui donnez ça, il va vous faire de la folie avec. Aujourd'hui c'est un peu différent, tous les youtubeurs, tous les podcasteurs, moi compris, ont leur propre Shure SM7B, et on doit utiliser, je pense, 2% de sa capacité qualitative, ce qui nous convient et ce qui convient en général à notre audience, mais c'est comme avoir, comme je le dis souvent, avoir une Lamborghini pour aller acheter son pain, faire 500 mètres à 35 km/h, parce que aujourd'hui les villes sont limitées à 30. En gros, c'est un peu ça l'idée. C'est avoir un moteur phénoménal, mais n'en exploiter que quelques pourcents. Que quelques pourcents, je sais pas si ça se dit, on s'en fout littéralement. Waouh, j'avais pas prévu de digresser autant, donc je voulais vous dire là que cet objet a été imprimé dans nos esprits et donc est devenu un symbole visuel d'autorité. Pourquoi d'autorité ? Parce que passer dans un podcast, passer sur une émission de radio, être interrogé, c'est avoir des choses à dire pertinentes, c'est avoir une actualité célèbre, entre guillemets, une actualité fameuse à défendre, à aborder, c'est avoir une expertise, c'est avoir de la valeur à délivrer, et c'est être quelqu'un. On n'invite pas un inconnu sur un podcast ou sur une émission de radio en disant « vous n'êtes personne, dites-nous des choses ». On l'invite parce que quelque chose. Alors évidemment, on peut inviter des gens extrêmement random et qui ne sont pas du tout sous les projecteurs, mais encore une fois, on va l'inviter pour une bonne raison, et à partir du moment où on l'a invité, il y a un impact. Et donc cette image du Shure SM7B et puis derrière des autres micros qui se sont développés est un argument visuel d'autorité. D'ailleurs, j'ai lu un très bon post l'autre jour d'un mec qui s'appelle, sur LinkedIn, c'est Clément SSB, donc qui fait un peu des vidéos à caractéristiques plutôt TikTok que LinkedIn, mais qui diffuse un peu partout pour des créateurs assez connus, Caroline Mignot, ma pote Juliette Cadeau. Il y a plein d'autres gens, mais j'ai juste pas vraiment la flemme, mais pas la mémoire suffisante pour vous les citer. Et dans toutes ces vidéos-là, on voit systématiquement un Shure. Alors, c'est pas un SM7B, si je dis pas de bêtises, c'est un MV7. Donc, moi qui suis un petit peu taquin sur les références, vous irez vous renseigner. C'est le petit frère du SM7B, mais qui est une douille assez monumentale, parce que c'est un petit frère très très petit. Petit du coup. Pour ceux qui ont suivi le running gag de Jimmy Defoe. Allez voir Les Affranchis, vraiment, et allez voir Jimmy Defoe, et dites-moi si vous avez aimé ce personnage. Ce personnage et sa Pecou. Vous allez voir, elle est fameuse. Donc, dans toutes les vidéos que produit Clément, qui a une agence dont j'oublie parfaitement le nom, il m'en voudra pas pour ses clients, il y a visuellement un Shure. Et il a fait un post génial où il explique, vous savez, donc c'est ces vidéos où les gens parlent, mais ils parlent pas face caméra, ils parlent de biais, comme s'ils étaient en podcast, comme s'ils étaient en train de parler dans une émission à laquelle ils ont été conviés pour étaler leur savoir, leur expertise, leur valeur et sauver le monde. Et en fait, il expliquait, Clément, qu'il met un Shure dans ces vidéos-là, mais il n'est pas branché. Alors évidemment, il prend quand même la peine de le brancher pour faire, entre guillemets, crédible, mais ce qui veut dire, c'est que ça n'est pas ce micro qui enregistre, et d'ailleurs, heureusement, la famille, parce que quand on regarde et qu'on est un petit peu averti sur le sujet, et qu'on voit la distance entre le micro et la bouche du protagoniste principal de la vidéo, et surtout l'axe de la bouche, quand on voit la distance et l'axe, on se dit heureusement que c'est pas ce micro-là qui enregistre, parce que ça serait inaudible.
Parce qu'évidemment, ces micros-là, hein, juste pour ceux qui ont la vidéo et qui ne font pas que écouter le podcast, c'est le genre de micro où si jamais vous faites l'erreur de vous décaler légèrement, là je suis à peine décalé, je vais mettre un petit peu plus de distance et je vais me mettre là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence de son qu'il y a entre ça et ça. Donc, c'est des micros extrêmement directionnels, extrêmement sensibles. Et nous, on ne veut pas capter l'intégralité de la pièce avec le moindre moustique qui va se gratter la jambe sur le mur à côté de vous, et les bruits de table, et les bruits de siège, et les machins, et les vibrations. Donc, c'est des micros qui sont très sélectifs, en tout cas qu'on peut rendre extrêmement sélectifs. Et pour vous faire des espèces de métaphores, on peut resserrer complètement la porte de ce micro, mais donc, ça implique de bien être en face. Donc, il expliquait, Clément, que c'est un autre micro d'ailleurs qu'on voit sur certaines photos un peu backstage. C'est des micros faits pour la vidéo, des micros canons canons dans le sens très directionnel, qui peuvent être placés pour le coup là à distance de la personne qui parle dans la vidéo. Et en fait, je sais plus trop ce qu'il disait dans son post, mais ça rejoint ce que je vous dis, c'est que le micro est d'abord un argument maintenant visuellement d'autorité et ensuite un outil technique. C'est un peu dur, un peu triste, mais c'est la réalité. On pourrait tout à fait, hein. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais allez voir votre podcast préféré qui est tourné en studio. Allez voir mes potos de Sans Permission, donc Oussama et Yomi. Allez voir, on va essayer de donner de la force. Allez voir le podcast de Jérémy Coleman. Alors, Jérémy Coleman, il fait un gros effort pour s'adapter à tous ses invités, donc parfois c'est chiadé au niveau production, il y a toute la cam qui est là, micro et tout, mais quand il y a besoin, il va pas passer à côté d'un épisode de valeur parce qu'on peut pas se déplacer, se rencontrer, machin, donc il va enregistrer en ligne. Mais allez voir des podcasts comme ça, allez voir les podcasts, je sais pas, j'aurais pas, mais n'importe quel podcast de Mathieu Stéphanie, allez voir Théo Lion et Enlève tes chaussures, allez voir le podcast mince, j'oublie toujours son nom, Mariam, dont je vous ai déjà parlé. Enfin, allez voir n'importe quel podcast. Et tous les podcasts où vous voyez quelqu'un ou des personnes parler dans un micro, avec un casque ou pas, mais en tout cas parler dans un micro, dites-vous qu'on pourrait se passer de ce micro et leur mettre des simples micro-cravates ou un micro un peu omnidirectionnel caché quelque part. En fait, on pourrait enlever cette charge visuelle de l'image de la vidéo sans aucun problème. D'ailleurs, c'est même presque plus simple et beaucoup moins onéreux de ne pas mettre de micro comme ça, et une bien moins belle merde à gérer derrière pour la post-production. Mais pourquoi on le fait pas ? Parce qu'en réalité, c'est ça qui a presque la plus grande valeur à l'image, en dehors de l'invité lui-même en tant qu'humain. Ce qui a de la valeur, c'est le micro. Donc, bref, partez de ce principe-là, gardez ça en tête et allez voir certains podcasts si vous vous direz « Ah oui, c'est vrai que si on enlève, ça fait pas la même chose ». Et vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça va forcément disparaître avec le temps, étant donné que maintenant, ça va être surutilisé. Et il y a même des vidéos où les gens ont des micros et les mettent dans leurs vidéos où ils ne sont pas branchés. Ils vont jamais utiliser ce micro en tant qu'outil. Donc petit à petit, ça aura de moins en moins d'impact sur votre cerveau. Et ça, en tout cas, ça enverra beaucoup moins le signal d'autorité, jusqu'à peut-être, j'espère pas un jour, mais même carrément envoyer le contre-signal, à savoir, un Arvalo qui parle dans une vidéo avec un Shure SM7B qui n'est pas dans un vrai décor d'émission de radio ou de podcast, c'est un mec qui veut juste faire semblant d'avoir un truc important à dire. Ce qui est littéralement ce que font tous les gens qui se filment de 3/4 en train de parler dans un Shure SM7B. Ils veulent vous faire croire qu'ils ont quelque chose d'important à dire. Attention, ça n'est pas une mauvaise chose. Ils doivent vous faire croire qu'ils ont quelque chose d'important à dire pour que vous leur accordiez votre attention et que vous les écoutiez. Si ils ont quelque chose qui finalement s'avère être important, rempli de valeur et pertinent à dire, c'est parfait. Ils ont extrêmement bien fait de le faire. En revanche, si c'est pour déblatérer des conneries, enfoncer des portes ouvertes, etc., ils n'ont pas commis de crime. Ça, on va le dire, il n'y a rien de grave, mais ils vous ont un peu escroqué. Et moi, ce qui me fait mal, c'est tous ces gens-là qui utilisent ce biais-là. Alors, je les trouve assez phénoménaux parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens qui utilisent ce biais-là sont pas passés par les cours Florent, malheureusement, ce qui est un peu logique en même temps. Et donc, ça pue le texte appris par cœur, extrêmement mal interprété, avec une espèce de malaise d'interprétation. Et donc, en fait, c'est très malaisant comme contenu. Et ça ne peut plaire qu'à un certain type d'audience qui est forcément assez jeune. Mais bon, ça fonctionne pour certains. Donc, ne tapons pas sur les gens qui font des choses. Ok ? Qu'elles nous conviennent ou non, tant qu'elles n'empiètent pas sur ce qu'on fait.
sur ce qu'on fait, c'est pas trop le souci, mais n'empiète pas sur notre intégrité, notre liberté ou quoi que ce soit. Laissons faire. Peut-être qu'ils sont en train de participer à la dégradation de ce format, peut-être pas. En tous les cas, c'est intéressant de voir à quel point ce phénomène est récurrent et extrêmement utilisé et même surutilisé par les créateurs, parce que ça nous en dit beaucoup. Moi, il se peut très bien que demain, vous me voyiez faire des choses un peu comme ça. Par contre, je m'y engage avec vous qui êtes ici dans le podcast, et je pense que vous comprendrez cet engagement-là. Si je prends la peine de faire ça, ce sera toujours parce que, autrement, je n'aurais pas eu le même degré d'attention. Donc évidemment, ça passera peut-être en plan B, après avoir essayé de capter et de générer du trafic d'une certaine manière, plus naturelle. Et surtout, ce ne sera jamais pour dire des choses comme, petite dédicace aux gens dont je parle dans un de mes posts récemment sur les interdits de LinkedIn, comme être méchant, c'est pas gentil. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, en fait, peu importe le biais, peu importe le format, peu importe l'astuce que vous désirez utiliser pour capter l'attention, vous devez payer cette astuce, vous devez payer ce parti pris d'avoir utilisé un mouvement technique pour capter l'attention de votre audience, vous devez payer et mériter de le faire en donnant de la valeur derrière. Donc, j'ai l'impression d'avoir commencé à parler et de ne pas avoir commencé le podcast, en fait, depuis tout à l'heure où je digresse. Donc, tout ça pour vous dire tout simplement que j'ai voulu vous respecter en mettant un Shure SM7B dans cette vidéo-là parce que j'en avais un à disposition. Sachez que ce micro-là, sans une carte son, sans on va dire pas une carte son, mais un préampli derrière, il ne fonctionne pas vraiment. Donc, c'est pas le petit micro plug and play qu'on a dans la main, etc. J'espère que personne ne m'en voudra de tourner ce podcast dans cette micro-chambre, mais je ne pouvais pas, comme je vous l'ai déjà dit, me résoudre à ne rien produire aujourd'hui. Ça serait pas mal quand même qu'on en profite pour parler un petit peu d'autre chose que de micro. C'est compliqué parce qu'on m'a fait plein de retours, on m'a fait des retours très différents, donc je remercie vraiment tous les gens qui prennent la peine de le faire, hein, que ce soit sur la chaîne YouTube, LinkedIn, bon après mes proches qui m'envoient des choses en privé, mais ça je m'attendais pas à moins d'eux forcément. Alors déjà, il y a des gens que je voudrais remercier, donc j'ai pas forcément les noms en tête, mais ils se reconnaîtront et ils savent qu'ils ont ma reconnaissance. C'est les gens qui m'ont fait comprendre que, en fait, quand on met un podcast sur une plateforme qui dit « Vous inquiétez pas la famille, on s'occupe de mettre votre podcast sur toutes les plateformes », et ben en fait, ils se foutent toujours de votre gueule. Parce que moi, je suis allé faire un petit benchmark des plateformes. Finalement, j'ai choisi de ne pas en utiliser une payante, mais parce que j'ai vu marqué noir sur blanc que, en passant d'une certaine manière, j'allais pouvoir en un endroit diffuser sur toutes les plateformes de podcast, hein, c'est écrit noir sur blanc. Et en réalité, j'ai un mec qui m'a appelé, qui m'a dit, si c'est Matteo De Oliveira, que je salue, encore une fois, un créateur de contenu que je vous recommande, voire que je vous ordonne d'aller découvrir, qui est un jeune Avenger de l'équipe Linker, donc de Mathieu Pimor, et puis par extension de Kudak, qui, si je dis pas de bêtises, a racheté Linker il y a quelques années. Donc de la clique Théo Lyon. Alors, vous savez ce qui vient de se passer dans ma tête? Je suis en train de me dire, est-ce que tout à l'heure, quand j'ai mentionné le podcast Enlève tes chaussures, j'ai voulu dire Théo Lyon, est-ce que j'ai pas dit Théo Maréchal? Vous me direz, pour ceux qui ont que ça à faire de rembobiner de voir, Théo Maréchal étant un autre YouTuber axé plutôt no-code, Notion et plein d'outils, qui est un génie de l'explication et de la vulgarisation d'outils, qui fait en plus des expériences très drôles, qui est un mec d'une humilité assez complexe à reproduire et qui est un excellent producteur de contenu, notamment YouTube. Théo Maréchal, T-I-O, T-H-E-Y-O sur YouTube. Allez-y, c'est un mec qui sait donner de la force et qui sait la recevoir. Et franchement, j'aime les gens qui apportent ça se voit qu'il apporte de l'amour à la production de son contenu, à son écriture, à sa production et évidemment à sa post-production. Et c'est très léché, mais c'est jamais trop léché, c'est jamais trop esthétique, c'est très bien. Et de toute façon, il n'y a pas une vidéo, je crois, que j'ai regardé de lui où j'ai pas tiré de la valeur. Donc allez découvrir Théo. Et il me semble, en tout cas c'est mon cerveau qui m'envoie ce signal, que quand tout à l'heure j'ai voulu dire allez découvrir des podcasts, allez voir Théo Lyon et Enlève tes chaussures, j'ai dû ripper, peut-être pas, sur Théo Maréchal. Donc ça n'est pas Théo Maréchal qui fait Enlève tes chaussures, mais Théo Maréchal vaut tout autant la peine d'être découvert si ce n'est pas quelque chose qui a déjà été fait de votre côté. Mais là, je voulais dire que Matteo De Oliveira, qui est un petit génie du contenu, qui a une plume
une vraie plume, on va pas parler ouzbek, et qui a un style, qui a une intention extrêmement saine et extrêmement bienveillante et qui crée du contenu tout en bossant pour Linker, comme je vous le disais, m'a fait remarquer que Gamba des Gamberges, entre autres, mais aussi le podcast Entre nous, n'était pas sur Apple Podcast. Et moi, dans ma tête, c'était encore une fois marqué sur la putain de page dont je vous parle, par laquelle je suis passé. Je mettais ça ici et ça partait un peu partout, Spotify, machin, et tous les... Alors Spotify, je savais que ça marchait. Donc je suis allé voir et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est pas on s'occupe de tout, ça part sur toutes les plateformes, c'est si besoin, si vous vous tapez le boulot vous-même, vous pourrez le mettre sur toutes les plateformes un peu plus facilement qu'en passant individuellement par toutes les plateformes. C'était ça en fait qu'il fallait comprendre. Donc je suis allé le mettre sur Apple Podcast. Ensuite, 2-3 jours après, il y a un type qui nous appelle, qui nous dit qui nous écrit, qui nous dit tel podcast, votre podcast n'est pas sur Deezer. Et moi j'utilise Deezer. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Encore rebelote, on part sur Deezer. Ça prend pas un grand temps à chaque fois, mais c'est juste qu'on sait pas en fait qu'on n'y est pas. On passe pas notre vie à checker. Encore une fois, ce sont pas des podcasts qui représentent des grosses productions et ce sont pas des podcasts qui font tourner nos activités, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voilà. Et le lendemain, si je dis pas de bêtises, on refait la remarque sur votre podcast, il est pas sur Google Podcast. Et je savais même pas que ça existait, Google Podcast, pour être très, très honnête avec vous. Et encore une fois, rebelote, on va et on rectifie la sauce. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je sais même pas pourquoi je parlais de ça. Ouais, si, c'est un retour dont je suis reconnaissant. Parce que maintenant, j'ai un peu l'impression d'avoir colmaté tous les trous et d'avoir grandi en termes d'éducation. Et si demain, je devais sortir un nouveau podcast, peut-être que je vous dis quelque chose comme ça et que j'ai des idées derrière la tête. Pour ceux qui ont regardé l'épisode 11 et l'épisode 12 où on parle de l'avenir de Gamba des Gamberges, non pas qui est un avenir compromis, même si aujourd'hui, on s'est pris une petite claque dans le museau, et que ça reste un hors-série, je vais pas vous faire des épisodes dans ma chambre à partir de maintenant, ça c'est hors de question, mais c'est un podcast qui pourrait être amené à être en sommeil quelques phases dans l'année, tout en étant tellement fourni que de toute façon tout le monde y trouvera son compte, mais ça veut pas dire que pendant ce temps on ne fait rien. Donc peut-être que si demain je devais créer un nouveau format, encore une fois je vous souffle quelque chose, au moins maintenant je sais comment il faut faire pour que ce soit disponible partout et ne léser personne, parce que on se rend compte que les gens ont vraiment des préférences de plateforme, quoi. C'est vraiment la plupart des gens, on pourrait présumer qu'on a tous les mêmes usages et qu'on est sur les trucs les plus mainstream, et en fait on sait pas vraiment pourquoi. Il y a toujours une bonne raison, et c'est ça qui est super intéressant d'ailleurs quand on vient de la culture SaaS, etc. C'est à quel point les différences d'adhésion et d'affection pour des features, pour des UX, pour des impressions de marque, etc., peuvent varier d'un utilisateur à un autre, qui pourtant se ressemblent tous les deux sur le papier. Donc voilà, donc je suis très reconnaissant qu'on m'ait fait ces retours. Pour revenir un peu sur les retours, on m'a fait aussi des recommandations de sujets, un peu dans tous les sens. J'étais un peu surpris Alors il y a un truc qui est revenu, c'est est-ce que je peux parler plus de BizDev, est-ce que je peux parler plus de ce que je fais auprès des business développeurs, auprès des sales, est-ce que je peux donner plus de conseils, forcément. Alors il y en a plein qui m'ont dit, c'est très drôle, à quel point le Give First et le Paid Forward n'est pas du tout implémenté en France de manière automatique. Il y en a plein qui m'ont dit, je comprends, tu parles pas trop de ça parce que c'est ce que tu vends, donc t'as pas envie de parler de ce que tu vends et de dévoiler ton produit, parce que sinon derrière tu peux pas le vendre. Donc, mais est-ce que tu peux parler un peu plus de ci, un peu plus de ça ? Et en fait, pas du tout. Moi, je vous parle avec grand plaisir de ce que je vends, avec grand plaisir de ce que j'enseigne à mes élèves. Encore une fois, moi, je fais ça m'arrive de faire des grands groupes. Je dépasse rarement les 35 personnes, mais de formation. Je parle pas de conférence ou de juste une petite intervention comme ça pour motiver, donner du mindset et des grandes clés, mais de formation et d'accompagnement. Mais j'adapte toujours ce que je propose. Je vais pas arriver de toute façon, je ne peux pas arriver avec une méthode qui fonctionne avec tout le monde. La méthode qui doit fonctionner, c'est ma manière d'y aller, ma manière de m'insérer dans les cerveaux et ma pédagogie, en fait. C'est ça qui doit être le plus, non pas générique, mais le plus wide possible, le plus incluant possible et large en termes de force de frappe. Par contre, ce que j'apprends avec cette fameuse pédagogie doit être adapté à chaque apprenant. D'ailleurs, est-ce que telle personne est sales purement basée sur le closing ? Est-ce que telle personne est complètement dans la prospection ? Vous voyez bien qu'on ne peut pas apprendre les mêmes choses à tout le monde. Donc, je me ferai un plaisir de passer peut-être un épisode à détailler un petit peu plus ça. Là, je pense que c'est pas le meilleur moment pour le faire.
Mais, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans les 2 derniers épisodes, en tout cas dans le dernier, je suis quasiment sûr que je parle pas mal de ce que je fais en accompagnement. Alors, je ne donne pas d'enseignement si je dis pas de bêtises, mais je parle beaucoup de mon activité. Donc, continuez à me faire des retours pour savoir si c'est plus ce que je mentionne, ce que j'évoque dans l'épisode précédent qui vous intéresse, ou si c'est plutôt de l'académique, si j'ose dire, et du vrai apprentissage qui vous intéresse. Alors, ce podcast ne va pas devenir un podcast d'apprentissage du bizdev et du sales du tout, parce que ça sera peut-être le sujet et l'ingrédient d'un autre format, pas forcément d'un podcast, mais comme je vous ai parlé d'une chaîne YouTube. Alors, pour être transparent avec vous, cette chaîne YouTube dont je vous ai parlé d'ailleurs, je crois, dans les premiers épisodes de Gambade et Gamberge, moi, mon entreprise, elle s'appelle Outbound Mafia. Donc, Outbound Mafia, c'est l'entreprise sur laquelle je travaille dans l'accompagnement de business développeurs, de sales, mais aussi d'entreprises pour leur stratégie, que ce soit une stratégie assez globale ou une stratégie très ciblée outbound prospection, mais ça peut aller toucher à beaucoup plus que la vente seulement. D'ailleurs, là, les 3 dernières entreprises que j'accompagne, c'est des entreprises que j'accompagne sur leur branding ou sur leur rebranding, mais en tous les cas sur leur stratégie, marque, employeur, etc. Évidemment, il y a quand même des touches avec l'outbound, etc., mais c'est pas du tout axé 100% vente. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, on a beau avoir un étendard assez défini, moi j'aime pour l'instant encore m'adapter au projet, et la créativité, l'inspiration et la capacité à lier une stratégie à une marque et à une entreprise sur le long terme avec une vision étant quelque chose que j'aime faire et que j'arrive pour l'instant à faire, je ne vais pas me couper de faire ça quand vraiment j'ai des cas qui se présentent et qui sont intéressants à développer. J'essaie plus de prendre ma décision sur est-ce que j'ai l'impression que je vais amener une vraie valeur intense et une vraie valeur ajoutée maximale à l'entreprise. Bref, donc il y a eu d'autres feedbacks qui m'ont été faits, notamment alors il y a des gens qui aimeraient que je revienne un peu plus en détail sur mon parcours, sur des trucs perso, etc. C'est pas mon objectif du tout. Quand je dis objectif, c'est pas par rapport à une stratégie de contenu de podcast, c'est surtout que c'est pas du tout mon intention de parler trop personnellement de certains aspects de ma vie. Vous le comprendrez ou pas, mais en tous les cas, c'est comme ça. Je pense que les gens comprennent un peu l'intérêt. Je pense que j'en ai déjà partagé beaucoup. Je peux me permettre de rester dans un certain niveau de partage parce que c'est OK pour moi, parce que j'ai rien à cacher et parce que surtout, je ne suis pas recherché par la CIA, mais j'ai pas non plus envie de rentrer dans des détails où là, j'impliquerais des proches, etc. Rien que le fait, par exemple, que les gens qui suivent ce podcast savent que quand je suis à Dubaï, je vis avec Oussama Hamar, c'est déjà un fait qui fait partie de ma vie personnelle. Maintenant, comme on parle d'un personnage qui est surmédiatisé, qui produit du contenu, moi-même produisant du contenu, on va pas vous raconter des histoires et faire semblant. Mais en tous les cas, voilà, le fait de avec qui je suis en coloc, avec qui je vis, où est-ce que je suis la moitié du temps, etc., c'est déjà des infos perso, mais c'est déjà délivré. Plus, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Voilà. Y a plein de gens qui m'ont demandé si je pouvais donner des conseils en copywriting. Donc, il y a un épisode où je mets une petite baffe liftée avec triple salto arrière aux copywriters. Alors, quand je dis aux copywriters, c'est pas à tous les copywriters, mais c'est aux copywriters qui m'énervent. Je vous invite à aller voir l'épisode en question, qui est le numéro, je ne sais plus du tout combien, mais c'est dans le titre, donc vous pourrez repérer. Et donc, est-ce que je pourrais donner des conseils, etc. Alors, moi, je ne donne pas de conseils sur le copywriting dans les podcasts, c'est pas mon objectif. Par contre, il m'arrive, et ça, les heureux élus le savent, mais je corrige régulièrement, on va reprendre en se dégonflant un peu la tête là, mais je fais des retours réguliers à certains des producteurs de contenu, des créateurs de contenu et des copywriters parfois que j'aime le plus sur LinkedIn notamment, soit parce qu'ils sont un jour venus à moi, soit pour me prospecter, soit carrément pour me demander du retour, hein, ça arrive très souvent, soit parce que j'ai créé une relation avec eux au départ uniquement basée sur le contenu, entre commentaires, entre créateurs, et que j'ai trouvé que ce qu'ils amenaient à l'audience, au public, etc., était d'une telle valeur ajoutée que, et parce que j'étais inspiré par leur contenu pour faire des retours qui, à mon avis, les aideraient à augmenter nettement leur niveau. Hein. Je ne parle pas de juste pinailler, mais vraiment de retours forts. Ces deux ingrédients font que ça m'arrive de faire des retours, et ça m'est jamais arrivé. Donc en général, ce que je fais, c'est que je demande avant, j'explique avant, et j'explique juste qu'il n'y a pas de business réel derrière. C'est juste
pour moi, ça me permet d'aiguiser mes lames et de garder cette capacité à corriger. Pour ceux qui ont regardé l'épisode avec l'intelligence artificielle, pour moi, l'un des plus grands super pouvoirs qui va être décuplé et qui est déjà décuplé avec l'arrivée de l'IA dans nos vies, c'est la capacité à rectifier et à corriger. Mais quand je dis la capacité, c'est-à-dire qu'il faut savoir le faire, et il faut savoir le faire avec une pertinence et une précision chirurgicale, et comprendre totalement l'individu ou l'outil qu'on est en train de corriger. Et donc bref, ça m'arrive de faire ça, donc je suis pas du tout en train de vous dire que je passe mon temps à bénévolement faire des retours à des gens sur leur copywriting, parce que j'ai évidemment pas assez de temps pour ça, mais c'est quelque chose qui m'arrive de faire pour des gens dont j'estime aimer le contenu et à qui je souhaite en tout cas un très grand avenir et que j'aimerais voir exploser un peu plus. Et donc je me dis, si je peux donner un petit coup d'épaule, un petit coup de main en plus, sachant que la valeur c'est eux, c'est pas mes retours sur leur copywriting, ça me fait plaisir. Donc ça, on n'en parlera pas nécessairement. Il y a des gens qui m'ont envoyé des questions très précises. Alors peut-être que demain, c'est bon. Vous voyez là, je tourne la tête, je regarde la fenêtre, il pleut toujours des cordes, donc ne soyons pas tristes, il n'y avait pas d'autre solution. Voilà, mais il y a des gens qui m'ont envoyé des questions un peu précises, notamment hier, un mec s'appelle Julien, je veux pas écorcher son nom, mais je crois que c'est un Breton, peut-être me trompe-je, mais c'est un ancien de The Family, que j'avais déjà vu d'ailleurs passer dans des vidéos très intéressantes de conférences. Comment s'appelle-t-il ? Julien Le Koupanek. Allez voir, c'est un spécialiste du SaaS, mais c'est aussi un spécialiste, et ça m'a fait rire. Il a deux spécialités, donc il a une spécialité qui est le SaaS, à mon avis, et il a l'air d'être très 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 porté sur l'IA et très porté sur les API, notamment. Pour ceux qui comprennent de quoi il s'agit, on va pas faire un cours maintenant, mais il m'a fumé parce qu'il m'a dit, j'ai 2 chaînes YouTube, une chaîne YouTube sur le SaaS et, attention, une chaîne YouTube sur les Medze. Et moi, je suis là en train de me dire, les Medze, ouais, ça doit être un truc technique de l'IA, de machin. Moi, je suis pas très à la page sur tous les sujets. Mais je me dis, c'est marrant, Medze, parce que Medze, c'est un plat... c'est un type de plat, très conviviaux. Si je dis pas de bêtises, qui vient plutôt de la zone Liban, etc. Et non, c'était bien les Medze, le plat. Et donc, le gars est à la fois spécialiste... Alors, spécialiste, c'est un mot que j'utilise pour rigoler, mais il est vraiment spécialiste du SaaS et spécialiste des Medze. Et j'ai trouvé la dissonance entre les deux thèmes qui m'ont été projetés en même temps incroyablement drôle et mémorable. C'est-à-dire que j'en parlais d'ailleurs il y a quelques jours avec un de mes élèves. Être mémorable, c'est pas uniquement dire des dingueries ou susciter une émotion transcendantale chez votre interlocuteur. Parfois, c'est avoir une espèce d'originalité tellement inattendue. Originalité, attention, hein, méfiez-vous, je le redis souvent, mais ne cherchez pas à être originaux, cherchez à être singulier, cherchez à être vraiment vous en le plus intensément possible, et cherchez pas à être originaux pour être originaux. On va y revenir si j'oublie pas. Mais voilà, quelqu'un qui vous dit je suis un spécialiste du SaaS et des Medze, je suis un spécialiste de la fusion-acquisition et de la fabrication de potagers en bois. Ça va vous interpeller. Et quand je dis vous interpeller, c'est que ça va laisser une trace assez mémorable. Donc, Julien, lui, m'a fait carrément le plaisir de m'envoyer des questions extrêmement détaillées parce qu'il a pris l'habitude, si j'ai bien compris, de noter des questions les plus pertinentes qu'il entendait dans des conversations qu'on lui posait à lui directement, hein, dans sa vie depuis quelques années, depuis 5-6 ans. Donc voilà, j'essaierai de répondre à certaines questions de Julien notamment, mais d'autres. On m'a demandé ce que je pensais de certains types de business, etc. Alors attention, il y en a qui ont l'air de croire que ça vient certainement du fait que on me voit dans certains contenus avec Oussama ou avec d'autres entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur, mais je suis pas du tout une légende de la Silicon Valley. J'ai pas 15% de part dans Facebook, ni dans Aircall, ni dans je ne sais quelle licorne. J'ai des notions, évidemment, et j'ai eu, notamment cette dernière année, une espèce de privilège intellectuel d'être au contact d'Oussama et d'écouter certains calls, d'assister à des rendez-vous lunaires en termes d'entrepreneuriat, en termes de richesse business. Ça me fait penser à une vidéo, alors encore une fois, une digression. Ce que je voulais vous dire, et on va y revenir, c'est que je ne suis pas du tout une référence d'entrepreneuriat, je ne suis pas un GOAT, je ne suis pas un boss, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Je suis sur plein de domaines différents à la fois, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très conseillé. On va plutôt vous conseiller d'être ultra focus sur un truc.
Évidemment, je ne suis pas du tout à plaindre. J'ai fait des belles choses. J'ai notamment monté un SaaS avec un ami il y a quelques années. Enfin, j'ai fait des trucs très cool, mais je ne suis pas une ref. Je ne suis pas un taulier. Okay, et parfois, il y a des gens qui m'approchent et qui m'envoient des questions. J'ai l'impression qu'ils écrivent à Bill Gates. Alors, ça peut faire plaisir à certains. Moi, ça me fait pas plaisir pour 2 raisons. La première, c'est qu'on va me solliciter et je vais pas avoir de réponse et de valeur à donner. Et ça va pas me rendre triste. Je vais pas vous faire pleurer, mais ça va plutôt me blaser pour vous que autre chose. Et deuxièmement, ça veut dire que je renvoie dans les médias, dans les réseaux sociaux et dans les contenus qui sont diffusés, une image qui est trop élevée par rapport à la réalité. Et pourtant, croyez-moi, je fais attention à pas dire de grosses conneries du type quand j'ai levé 3 millions, c'est parce que j'ai levé 0 million. Moi. Mais voilà, je ne suis pas une ref. Attention, je sais faire ce que j'ai à faire. Je fais mon job et mes clients savent, et les entreprises avec qui je bosse savent comment je fonctionne, mes partenaires, mes potes avec qui je travaille. Et puis vous imaginez bien que je côtoie pas tout ce petit monde-là uniquement pour le style, mais parce que on a des forts niveaux d'adhérence et de valeurs communes et de capacités communes. Mais voilà, que ce soit clair entre nous, je serais ravi dans quelques années d'être une référence internationale, voire au-delà de la planète Terre. Hein. Ça, c'est pourquoi ne pas être ambitieux plus que ça. J'aimerais être l'entrepreneur numéro 1 du système solaire. Vous avez compris, je plaisante, mais à l'heure actuelle, ça n'est pas le cas. En tous les cas, pour les gens qui trouvent de la valeur dans tout ce que je dis, j'en suis ravi, mais ne surfantasmez pas les personnages, et on a toujours tendance à surévaluer, surestimer quelqu'un qu'on va trouver pertinent dans un contenu, alors qu'en fait, c'est juste un patron de PME, c'est juste une patronne de SaaS, ça veut rien dire, c'est déjà énorme, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas entrepreneur et que vous parlez à un entrepreneur que vous devez le regarder comme le phénomène international. Okay, on est des gens normaux et on a des grosses galères et des journées remplies de plein de doutes et de plein de difficultés aussi. Voilà. J'ai aucune idée de vers quoi j'allais digresser. C'est compliqué ça. Là, c'est pas j'ai été dans une digression et j'arrive plus à revenir. J'allais faire une digression qui m'amusait et je n'arrive plus à la retrouver. Donc je me sens lésé. Je me sens. Vous savez, c'est un gamin qui déballe son gâteau, un petit gâteau pour le manger. Il le pose 2 secondes pour aller se laver les mains. Il revient et il trouve plus le gâteau. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est incroyable la pertinence de cette métaphore. Écoutez, je sais plus du tout ce que je voulais. Vraiment dire. En tous les cas, demain, j'essaierai de brosser certaines des questions qui m'ont été posées, de parler de manière construite, d'aborder certains thèmes, pour essayer de très vite vous donner des billes sur le business development. On m'a demandé, mais du coup, pourquoi tu fais tout ce que tu fais sur les business development ? Dans le sens, tu fais de la formation, mais c'est quoi ? Tu proposes un produit et tu le donnes, ou est-ce que tu accompagnes, est-ce que tu formes ? Alors moi, je fais tout. Je forme, je propose des produits simples, c'est-à-dire où je ne suis pas présent, mais j'aime quand même beaucoup être au cœur du truc. Et je pense que l'observation et l'analyse en amont d'un diagnostic et d'un plan d'intervention, c'est le summum de la valeur atteignable potentielle. Moi, les gens qui arrivent de nulle part, qui ne savent pas qui vous êtes, qui ne savent pas qui je suis ou qui vous êtes, et qui, en vous parlant 5 minutes, sont capables de dire « Ah bah oui, vous, c'est ça votre problème, il faut que vous bossiez ça ». Je ne sais pas comment ils font. Alors, sur un sujet assez pragmatique du type je viens de me couper la jambe, je pense que je saigne. Ah bah oui, vous saignez, il vaut mieux vous faire un garrot. Là, effectivement, on n'a pas besoin de 7 heures d'analyse. Mais quand, par exemple, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, une entreprise du sud de la France qui me contacte et qui me dit on a un problème dans notre équipe commerciale, ça vend beaucoup moins et ça vend beaucoup plus difficilement qu'avant, etc. etc. Moi, le directeur commercial avec qui j'échange, il m'a l'air ultra smart, donc je lui explique exactement comment je fonctionne et je lui dis moi, il faut d'abord que je puisse observer, et si tu me dis qu'il y a eu un switch, s'il y a eu un moment donné où il y a eu une cassure, il faut qu'on puisse identifier ensemble si la donnée est toujours existante, si on a toujours des traces, les origines. En tout cas, analyser le phénomène de la cassure et puis essayer d'en trouver les origines. Et là, il me dit un truc du type « Ah mais non, mais ça remonte à 4-5 mois. » Donc là, la priorité, c'est de regarder comment les équipes, elles tournent et de les faire mieux bosser.
Évidemment, il n'a pas tort sur le fond. Enfin, il a tort, mais ce qu'il dit est pas du tout stupide et pas du tout absurde. Lui, il est dans son rouleau, il est dans sa machine qui avance. Il doit avoir une pression énorme. N'oubliez pas que les directeurs commerciaux, si vous estimez avoir la pression en tant que commercial, ils ont votre pression fois le nombre de commerciaux qu'il y a dans l'équipe. Il était pressé en fait d'atteindre un résultat, quitte à passer à côté d'un résultat 100 fois supérieur. Et j'ai essayé avec diplomatie de lui faire comprendre que moi, en fait, si je veux délivrer de la valeur auprès de sa boîte, il faut d'abord qu'il me le donne l'autorisation d'observer, d'aller discuter avec les gens et de comprendre. Et que si ça, c'est pas faisable, je peux toujours venir faire mon sketch, donner du mindset, donner des grandes clés, donner des grands concepts. Mais là, il y avait, je crois, c'était 9 ou 10 commerciaux, dont 9 profils différents pour la faire très simple. Il y aura une très faible pertinence et il n'avait pas l'air de comprendre que pour moi, c'était un problème. Il devait dire, mais on s'en fout en fait, tant que ça vaut au moins le prix que tu vas me demander plus 1 euro, je suis gagnant. Et encore une fois, c'est pas absurde comme raisonnement, c'est juste qu'il n'arrivait pas à entendre qu'en faisant ça, on passait à côté de la vraie valeur, du vrai trésor. Et donc du coup, ça, finalement, alors on va peut-être travailler ensemble sur 2024, mais du coup, il a préféré, on a préféré ne pas travailler ensemble. Et pour vous dire jusqu'où ça va, c'est qu'il a préféré carrément se séparer de certains éléments plutôt que d'essayer de déverrouiller des situations en parlant d'éléments qui étaient bons avant. Donc pour moi, il y a un très grave problème dans la situation. Et en recruter des nouveaux. Et ça, contre mon conseil et puis contre le conseil de l'ami qui me l'a présenté, qui est aussi quelqu'un qui fait du consulting pour ce type de boîte-là. Donc voilà, je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais j'essaye toujours d'adapter au maximum. Enfin, je crois que c'était ça que je voulais dire. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi. Je vais boire une lampée de café qui est maintenant totalement froid, mais que je m'étais fait juste avant l'épisode. Mais pour faire un grand clin d'œil à Théo Lyon, que j'ai déjà cité pour vous parler dans l'FT Chaussures, rappelez-vous, pour ceux qui n'ont pas été, les mauvais, voir l'épisode 00, l'épisode de Genèse, que ce podcast, qui aujourd'hui d'ailleurs n'a aucun sens, étant donné qu'on est sur un hors-série, tourné dans une chambrette, mais qui normalement se passe en forêt. Alors imaginons que quelqu'un découvre Gambad et Gamberge par cet épisode-là, j'aurais dû le dire dès le début. Il doit se dire, mais il est complètement con, lui. Qu'est-ce qu'il raconte, Gambad et Gamberge ? Bref, nous sommes dans un hors-série. Je ne sais pas si je ne vais pas le placarder au milieu du visuel, mais voilà. Ce format n'aurait jamais vu le jour si un homme nommé Théo Lyon n'avait pas un jour pris le temps de changer le format d'un de ses... C'était pas un podcast, mais le format d'une de ses émissions sur YouTube, pour le faire en mode balèque, micro branché, je parle pendant 1 heure et je dis ce que je pense, je me suis pris 3 notes sur mon téléphone et je les réaborde, qui s'appelle Road to 10 Million en roue libre. Allez découvrir. Là, lui, je crois que c'est 100% audio. Et c'est littéralement ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que je crois qu'il est devant son truc, il parle dans son micro, et basta, ça lui convient. Et ça convient à tout le monde, parce que c'est très pertinent. Donc, encore une fois, sans Théo Lyon, pas de podcast. Mais pour lui rendre hommage à ce fameux Théo Lyon, donc qui est le boss de Kudak, pour ceux qui n'ont pas LinkedIn, ni YouTube, ni la radio, ni Internet, parfois il boit des petites lampées d'eau, parce que parler, ça demande... de s'hydrater la boca de temps en temps, et il fait un truc très élégant, c'est qu'il essaye de pas nous faire entendre son bruit de glotte, comme il l'appelle, et donc il se déporte du micro, et moi, évidemment, comme je suis un connard fini, un troll en puissance, je ne vais pas le faire, je vais faire une non-Théo Lyon, donc je vais boire mon café, sans non plus exagérer le son, mais pour que vous vous rendiez compte, on n'entend strictement rien. Pourquoi on n'entend strictement rien ? Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué dans cet épisode, ces micros sont extrêmement sélectifs, élitistes dans les sons qu'ils laissent passer si on sait les régler correctement. Moi, j'ai appris à les régler correctement sur YouTube, notamment avec des contenus du type un mec qui s'appelle Jaco, J-I-A-C-O audiovisuel, qui est un espèce de petit génie de l'ingénierie du son. Et donc, en fait, je peux boire mon café allègrement. Regarde Théo, si tu passes par là. On n'entend strictement rien. Et croyez-moi, je vous jure, alors là je suis en train de me dire que personne ne va me croire, mais je ne coupe rien. C'est juste que le micro est correctement réglé. Et donc oui, c'est possible de ne rien monter, parce que là je compte ne faire aucun montage pour me soulager de tous les épisodes que je monte en plusieurs heures à cause des micros qui bug. Là je prends la piste vidéo qui j'espère est toujours en train de tourner, je suis complètement con d'ailleurs de ne pas être allé vérifier, et jeter la piste vidéo, jeter la piste son et basta.
Je vais faire une toute petite pause avant de revenir sur ce que je voulais vous dire sur les BizDev, parce que là, je viens de me mettre un coup de stress en me disant, est-ce que la vidéo tourne toujours ? Voilà, j'ai préféré sécuriser quand même. Tout va bien, la vidéo tournait correctement, mais j'aurais adoré faire un one-shot. Alors, je sais pas combien de temps a duré la première prise, mais quel kiff ça doit être de n'avoir qu'à faire, hop, je mets les deux ensemble, voire même sur un logiciel pour certains qui connaissent comme OBS, excusez-moi, je pourrais littéralement tout enregistrer en même temps et avoir strictement aucun montage à faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du paradis que ça pourrait représenter, mais ça demande quand même un certain aspect technique. Donc là, le tournage d'aujourd'hui, il a strictement rien d'intéressant puisqu'il n'était pas... je parle techniquement, il n'était pas prévu, donc c'est de la bricole. Encore une fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis sur un bureau Conforama à 39,99, donc je ne sais même pas de quelle est l'épaisseur de ce bureau, mais il est branle-ballant total. Je suis dans un coin, donc je ne peux absolument pas bouger. Ce que je voulais dire par là, c'est que je voulais rien dire par là. Voilà, donc on va s'éviter une digression. Je voulais revenir sur donc, le fameux truc des BizDev. Pourquoi ? Comme dit Simon Sinek, le why. C'est quoi le why ? Alors, on va y aller mollo sur le virtue signaling, on va y aller mollo sur le pseudo-émotionnel, le pseudo-pathos. Vous savez, moi, ça me fume quand des fois j'écoute des mecs qui ont fait juste les plus grandes écoles de commerce du monde, et c'est tout à leur honneur, hein, qui sont nés pour être entrepreneurs et qui vont faire un projet de fin d'études avec leurs potes de promo et qui vont sortir une marque de lessive ou une pince à linge qui en bouchon recyclé pour je sais pas quoi, et à qui on dit pourquoi, enfin pas à qui on demande, mais qui peuvent pas s'empêcher de nous servir un why, et là ils nous sortent un truc, mais on a l'impression qu'à 5 ans, quand ils avaient 5 ans déjà, ils voulaient changer le monde, hein. Je vous ai déjà parlé des évidences rétrospectives frauduleuses, je vous ai déjà parlé des gens qui raccordent les faits entre eux alors qu'il n'y avait aucun raccord à faire, mais ça me fume quand j'entends des mecs qui sortent des trucs du type j'ai toujours eu un... Enfin bref, j'ai toujours été choqué par ci, par ça, alors qu'en fait ils ont juste eu une bonne idée à un instant T, ils l'ont exécuté, ça a fait une belle petite boîte qui fait un peu de CA, mais il n'y a pas du tout de vocation derrière, et d'ailleurs on les voit enchaîner des projets les uns à la suite des autres et pas du tout se spécialiser sur une vocation, sur un domaine, sur un changement particulier, et c'est tout à leur honneur d'être d'excellents entrepreneurs variés, avec des scopes variés, mais il y a toujours cette petite escroquerie du why. On a l'impression que si on n'a pas un why qui est plus transcendantal que dans le film 300, c'est qu'on n'est pas digne. Alors moi je sais pas à quel point mon why est transcendantal, mais ce que je peux vous dire, c'est que concernant le business development et le sales par extension, donc pour faire simple, la manière dont à l'heure actuelle on pratique l'ensemble de ce métier, donc de la prospection à la vente, ne me convient pas. Quand je dis qu'il ne me convient pas, c'est pas il ne me convient pas à moi pour le pratiquer. Moi, rien ne m'empêche de le pratiquer comme je l'entends, et c'est d'ailleurs ce que je fais, et ça se passe bien pour moi, et c'est pour ça que j'ai une foi inébranlable en ce que je vais vous dire. Le problème, il me concerne pas moi directement. Enfin, il m'a concerné à une époque, mais là, pour l'instant, il ne me concerne plus. Et c'est justement pour ça que je propose quelque chose. C'est que c'est tellement ridicule le nivellement par le bas qu'on est en train de s'autoriser à laisser se développer dans le métier du bizdev, etc. C'est-à-dire la prospection, comme je vous le dis des fois, on ne sait plus trop ce qui sépare la prospection normale de la prospection faite par des plateformes offshore à Madagascar, à Maurice, au Maghreb, etc., qui sont des trucs externalisés, payés une misère par des boîtes qui veulent juste pas embaucher des gens pour prospecter pour eux. Des fois, on se demande en fait c'est quoi la différence. Si on enlève, parce que les gens disent ah ouais, mais quand les gens ils nous appellent de Madagascar ou de je sais pas quoi, ils ont un accent. Ouais, super, ok. Donc imaginons on enlève l'accent, si vraiment c'est ça qui vous traumatise dans votre chair, posez-vous peut-être des questions et demandez-vous si vous n'avez pas un accent pour quelqu'un d'autre. Imaginons on enlève cet accent et après ça, est-ce qu'il y a une vraie différence entre la manière qu'ont les boîtes normales, hein, les boîtes qui ont des bizdev, qui ont des gens comme ça, des forces commerciales et des forces prospectives, est-ce qu'il y a une différence entre ce que ces gens font et ce que les plateformes offshore font ? Pour moi, il y en a très 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 peu. Il y en a quasiment pas. Et c'est ridicule. C'est peut-être pas un constat qui est partagé par beaucoup. La plupart des gens
partagent ce constat tant qu'on parle pas d'eux, tant qu'on parle pas de leur boîte et de leur travail. Dès qu'on touche à leur boîte, leur travail, là, c'est l'offusque total. C'est en mode, mais non, mais t'es malade, mais nous, c'est pas pareil. Vous savez, des fois, vous savez ce que c'est, moi, mon mode opératoire pour prospecter une boîte quand j'ai vraiment envie de bosser avec? C'est quand le hasard, alors attention, je suis un petit filou, j'ai des moyens d'atteindre ce qui m'intéresse autrement, mais je vais pas donner mes bottes secrètes tout de suite, mais imaginons que demain, je veuille bosser avec, je dis une boîte au hasard, Doctolib. C'est vraiment au hasard, hein, mais si demain un BDR de Doctolib me contacte d'une manière qui me fait soit mourir de rire, dans le mauvais sens du terme, soit qui me dérange tellement elle est faible en termes de qualité, alors que ce serait par exemple pour une boîte qui m'inspire, que je trouve quali, que je sais être successful, etc. Bah en fait, j'ai pas grand chose à faire d'autre que d'aller chercher la personne qui est responsable de la prospection dans la boîte et lui dire c'est quoi ce bordel, évidemment pas sur ce ton-là, vous l'aurez compris, mais je me dis si t'as une armée de gens qui font ce que la personne vient de me faire là, ça va pas. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, ça peut aller très vite mieux. Alors, encore une fois, hein, je dis pas du tout que Doctolib prospecte mal ou que non plus c'est une boîte avec laquelle je veux travailler, c'est pas forcément le cas, mais c'était pour vous donner un exemple. Et donc en fait, moi, j'ai pas mal de gens qui m'envoient les tentatives de prospection un peu hardcore qu'on leur fait, qui les redirigent vers moi. D'ailleurs, je vous invite à le faire, d'abord à me demander si ça m'intéresse que vous le fassiez, mais à le faire si c'est quelque chose qui vous fait rire, si vous êtes beaucoup prospecté. Et puis comme j'ai une petite notion de ce milieu-là, j'ai aussi créé, on va dire, des profils de gens qui sont l'incarnation des personas les plus prospectés en France. Et donc forcément, je récupère énormément de prospection et c'est pour ça que j'ai beaucoup de data là-dessus. Alors évidemment, c'est plus de la prospection écrite. Je me fais pas chier à avoir 14 numéros de téléphone pour me faire appeler toute la journée, cold call toute la journée, mais j'en ai quand même qui m'envoient certains calls et ça me fait toujours énormément de plaisir et rire d'analyser. Alors rire, c'est pas de la moquerie, hein, c'est de me dire, quand on voit les budgets, quand on voit les millions levés et quand on voit le niveau moyen en France qu'on pourrait essayer d'atteindre en travaillant un peu plus dur, ça me fait rire de voir que c'est pas encore le cas. Donc ça, c'est le constat, c'est que le niveau est beaucoup trop bas en fait. Mais ça, c'est pas très grave à l'arrière qu'il soit bas. Ce qui est grave, c'est qu'on passe à côté de ce que devrait être, à mon sens, le business development. À savoir, le business development, l'objectif, encore une fois, comme je le répète à mes élèves, c'est de remplir les agendas des sales. Ou son propre agenda si c'est le business dev lui-même qui va vendre. Donc, l'objectif de la prospection, du business development, c'est d'aller trouver des gens consentants et de les mettre dans les agendas des sales, ou le sien, ou celui de son CEO s'il n'y a pas de commerciaux, dans le but, évidemment, d'aller plus loin dans la relation. Mais donc, si on prend ça de manière très brute, et qu'on oublie là tout ce truc qui vient de la vallée, du SaaS, il faut faire ci, il faut faire ça, et tel cycle, et tel acronyme du BDR, du SDR, du je sais pas quoi DR, machin, ça. Oublions tout ça. Juste, si moi je vous dis, sans vous donner aucune culture, sans vous donner aucune méthode, sans vous calibrer, sans vous imprimer un truc déjà existant dans la gueule, si je vous dis, remplis-moi l'agenda de tel sales, voilà ce qu'on vend, voilà ce qu'on a le droit de dire, voilà ce qu'on peut pas dire, voilà qui sont déjà nos clients. Normalement, imaginons qu'on est dans les années 1800, je ne sais quoi, où il n'y a pas du tout de technologie. La première chose à laquelle on va penser, ça va être de trouver, évidemment de trouver qui est pertinent à mettre dans les agendas. Le ciblage étant la trame numéro 1, la compréhension d'abord de ce qu'on propose, pas en termes de produit, mais en termes de valeur, même si c'est bien de connaître le produit. D'ailleurs, c'était Jean-Pascal Mollet là, qui me faisait une réflexion sur un de mes posts où je disais qu'il n'y avait pas besoin de connaître son produit pour vendre. Qui me disait, est-ce que c'est pas important de connaître parfaitement ses features, ses fonctionnalités du produit pour mieux vendre? Ce que je comprends comme question, mais question à laquelle je réponds pas du tout. En fait, d'ailleurs, la plupart des vendeurs que je connais qui connaissent trop bien leurs produits sont de mauvais vendeurs, parce qu'ils vendent plus le produit et ses fonctionnalités que la valeur et le bénéfice qu'ils vont délivrer. Alors ça a l'air d'être un peu bullshit comme phrase, et faire motivateur marketing, mais c'est la réalité. Quand vous connaissez trop bien une bécane, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de parler du moteur. Sauf qu'en fait, le mec qui vous l'achète, il sait peut-être même pas épeler moteur. Par contre, lui, avoir une moto fiable, solide, qui fait un peu kékos, un peu sérieux, et dont la couleur lui plaît, ça c'est important pour lui. Voilà. Donc si vous lui parlez des bénéfices qu'il attend,
il y a de fortes chances que la vente se conclue. Après, s'il a des objections, s'il a des doutes à lever qui concernent un champ où vous avez une expertise redoutable, n'hésitez pas à mettre un petit coup sec. Mais si vous vous mettez à jacter sur le produit sans qu'on vous le demande, moi je vous dis, il n'y aura pas de vente au bout. Il n'y aura pas de vente au bout. Je l'ai vu, je l'ai même subi moi-même. Donc voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais comprendre ce qu'on vend, et quand je dis ce qu'on vend, c'est pas nécessairement le produit, mais c'est plutôt la valeur. Comprendre ce qu'on veut changer, tout simplement. Après, comprendre évidemment à qui on s'adresse. Mais, donc le ciblage reste vital. Mais au-delà du ciblage, la première chose que quelqu'un dans les années 1800, je ne sais quoi, à qui on dirait remplis-moi les agendas des commerciaux ferait, c'est d'aller rencontrer des gens. En fait, il n'y a pas d'autre solution. Aller rencontrer des gens. Mais quand je dis rencontrer des gens, c'est pas leur envoyer une pancarte dans la gueule par surprise n'importe où vous croiserez des individus. C'est pas du tractage. En fait, la manière dont les gens prospectent aujourd'hui, c'est comme les gens qui donnent des tracts à la sortie du métro. Ça marche une fois sur 1 million. Ça sert juste à tapisser les trottoirs en général. Mais si votre objectif, c'est de mettre des gens dans des agendas, en dehors du fait de vous assurer que l'agenda est disponible et que vous le comprenez, évidemment, et de savoir quels gens vous cherchez, mais il faut trouver les gens. Trouver dans le sens, vous savez qui vous voulez, mais il faut aller les trouver, il faut aller les chercher quelque part, et il faut aller leur parler, il faut aller les rencontrer. Mais encore une fois, quand je vous dis rencontrer, je ne parle pas d'aller vous poster devant eux avec vous savez, les hommes sandwich là, avec leur pancarte publicitaire, mais c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de les emmener dans l'agenda. Et surtout, on vous demande d'emmener ceux qui sont consentants. Donc votre putain de premier job, c'est de créer une relation avec ces gens-là, une relation, un échange, un dialogue, une discussion qui va vous permettre de déterminer s'ils sont consentants ou non. Ça n'est pas vous qui allez faire qu'ils seront consentants ou non. C'est eux. Mais par contre, c'est à vous d'aller contrôler ça. Et c'est à vous de faire en sorte qu'ils ne soient pas non consentants par défaut, par erreur, par réaction. Donc de désactiver certaines irritations, certaines frictions, d'éventuellement amplifier la confiance, mais vous ne ferez jamais venir quelqu'un à un rendez-vous sans qu'il ait envie de venir. Jamais. D'ailleurs, des fois je le dis c'est plus les élèves sales qui se prennent parfois pour des cadors de la vente parce qu'ils ont fait un beau trimestre. Alors ça, j'essaye de toujours faire attention parce qu'il ne faut pas briser les gens juste sous prétexte qu'ils ont les chevilles qui ont gonflé grâce aux résultats. Ça peut nous arriver à tous. Ce qui est important, c'est de comprendre à quel point certains ne sont pas responsables de ce qui a marché pour eux là pour le trimestre dernier. Des fois, on va claquer un gros chiffre et c'est à quel point, en rentrant dans le post-mortem d'un deal, on se rend compte que le commercial n'a joué que très peu dans la décision finale et qu'on aurait mis n'importe quel autre commercial à la place, ça serait parti pareil. Alors après, il y a beaucoup de théories aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que rappelez-vous toujours que vous ne vendrez rien à personne qui n'a pas envie de l'acheter. Sauf par la force. Donc si votre objectif dans la vie, c'est de faire du sales à l'arme à feu, écoutez, ouvrez un courant, si vous voulez, ouvrez une boîte spécialisée, je ne suis pas certain que ça dure longtemps. Mais rentrez-vous ça dans le crâne pour les gens que ça intéresse. Je suis navré pour les gens qui sont sur le podcast et qui ne sont pas du tout intéressés par ces sujets. Je suis en train de me rendre compte à quel point il faut un environnement dédié à ce sujet. Mais c'est pour vous parler, mais vous voyez bien la manière dont ça a l'air de s'animer un peu plus dans mes cordes vocales quand j'en parle. C'est quelque chose qui m'habite. Je vais essayer de faire encore 5 minutes là-dessus et après on arrêtera tranquillement. Rentrez-vous dans le crâne que vous ne vendrez jamais quoi que ce soit à personne qui n'a pas décidé de l'acheter. Arrêtez de croire que vous allez convaincre des gens, arrêtez de croire que vous allez persuader des gens, arrêtez de croire que vous allez manipuler des gens. Vous ne manipulez personne. Vous aidez simplement des gens à prendre une décision. La décision, ça n'est pas nécessairement celle d'acheter. Vous les aidez, vous n'avez peut-être pas conscience de comment vous les aidez, vous n'avez peut-être pas conscience que vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, mais votre comportement, vos infos, la manière dont vous gérez la relation aide, entre guillemets, ça veut dire impacte la décision du prospect. Cette décision peut être de vous dire d'aller vous faire foutre ou d'acheter votre produit. Ceux qui achèteront votre produit l'ont décidé tout seuls. Okay ? La décision a été impactée par un tas de choses, mais la décision ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas... C'est pas quelque chose que vous avez fabriqué. Vous êtes quelqu'un qui vient faciliter une prise de décision. Donc vous ne vendrez jamais rien à quelqu'un qui n'a pas décidé de l'acheter et vous ne mettrez jamais un prospect vous n'arriverez jamais à faire venir un prospect à un rendez-vous s'il n'a pas envie de venir. En fait, je ne comprends pas comment ça peut pas être clair dans la tête de tout le monde. Arrêtez de croire que vous allez forcer les gens.
Arrêtez de croire que vous allez les arnaquer, leur mettre une petite clé de bras intellectuelle et que, t'as vu, j'ai réussi à remplir tout l'agenda. Mais en fait, on va se remplir l'agenda. Même si c'était possible, vous rempliriez l'agenda avec des gens qui n'en ont rien à foutre et qui vont venir pour venir. Votre job, c'est l'inverse. Votre job, c'est, alors pas de décourager les gens, mais votre job, c'est de ne trouver que ceux qui vont venir parce qu'ils ont envie. Évidemment, donnez-leur un peu envie, mais ne pensez pas une seconde que c'est vous qui êtes le messie et qui cristallisez et qui représentez toute la responsabilité et tout le fait que la personne veuille venir ou veuille acheter. Vous êtes un pion dans le cycle. Arrêtez de penser que c'est vous qui faites la chose. C'est pas vous qu'on achète, c'est le produit, c'est le service, mais c'est surtout le résultat. C'est la marque, c'est la réputation. Vous êtes celui qui permet à toute cette musique d'être jouée convenablement dans les oreilles de votre prospect. Donc votre rôle est indispensable, hyper important. Ça a été mon rôle, donc je ne vais pas commencer à me cracher dans mon propre visage, mais il faut ramener certains sales sur terre et certains bizdev. Mais c'est pas uniquement pour leur taper sur la gueule que je dis ça, c'est surtout pour recadrer la zone d'attention. Si c'est pas la manipulation, la négociation par l'élite du GIGN, la persuasion, il y a des bizdev, ils ont, je sais pas, ils ont à peine l'âge d'avoir le bac, et c'est pas du tout un jugement, mais ils me parlent des fois de psychologie avancée et d'études qui ont été menées par des mecs qui ont un sextuple doctorat, ça veut rien dire, un sextuple doctorat à Stanford et à Yale, en psychologie de je sais quel courant. Et si c'était ça la vente, mon ami, il n'y aurait pas beaucoup de vendeurs. S'il fallait avoir un doctorat dans ces universités-là pour être bon vendeur, dis donc, ça ferait baisser certains chiffres d'affaires. Donc évidemment, il y a des super choses dont on peut s'inspirer, mais c'est pas ça l'important. Donc, pour me calmer et revenir à l'essentiel, si votre job c'est de mettre des gens qui sont consentants, qui ont un profil qui correspond, et au-delà du profil, qui ont un budget, etc., dans l'agenda, le vôtre, si c'est vous qui êtes concerné, mais des gens qui vont s'assurer de leur vendre correctement le produit ou le service, mais votre putain de job, c'est d'aller créer des relations avec un maximum de gens qui ont d'abord tous les signaux verts de ce que vous pouvez détecter. Et petit à petit, il y en aura, lui c'est rouge, lui c'est rouge, lui c'est rouge, par contre ces trois-là c'est vert, on les garde. Votre putain de job de business developer, c'est de créer des conversations, et on ne peut pas créer une conversation sans créer une relation. Et on ne peut pas créer une relation sans créer de la familiarité et de la confiance. Alors, ces deux points sont très importants. La confiance, on va la traiter en 2 secondes 5. C'est une notion qui est régulièrement répétée par un mec que j'aime beaucoup, qui est un ancien officier des Navy SEAL, donc les Navy SEAL qui sont les forces spéciales de la marine américaine. Allez vous renseigner, c'est une unité d'élite qui est très connue. Et donc le gars dont je vous parle, il s'appelle Jocko Willink, qui est un mec assez incroyable, qui a écrit un livre qui s'appelle en français Responsabilité absolue, ou en anglais c'est Extreme Ownership. Donc c'est très, très militaire, très voilà, mais ça n'en est pas moins pertinent. Lui, il explique qu'il n'y a pas de relation sans confiance. C'est-à-dire que si on ne se fait pas confiance, vous et moi, là quand je dis vous, c'est je prends l'un ou l'une d'entre vous, si on n'a pas un peu de confiance mutuelle, en fait, on n'a pas encore une relation. Ça ne veut pas dire que c'est grave, hein. Ça veut dire que moi, ma boulangère, j'ai confiance en elle. C'est totalement faux, mais je prends un exemple. J'ai confiance en elle, la confiance est relative à la dimension de nos échanges. C'est-à-dire que je n'ai pas une confiance à lui filer tout ce que j'ai et la vie de mon gosse et tout son avenir, mais je sais que parfois, je lui ai demandé des trucs et en fait, j'ai confiance en ce qu'elle est, en sa capacité professionnelle parce que je l'ai éprouvé déjà plusieurs fois. Et ça s'arrête là, hein. C'est pas une confiance vitale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu de confiance entre nous, une habitude et une confiance. Et il y a on va y venir, un peu de familiarité. Vous vous trompez certainement sur le terme familiarité, mais on va le voir dans 2 secondes. Cette confiance fait qu'on a une relation. S'il n'y a pas du tout cette confiance-là, on n'a pas de relation, même si on se voit et si on se parle tous les putains de jours. Je commence à dire beaucoup putain, c'est un phénomène qui ne se produit pas en forêt. Est-ce que ce serait lié à la présence des arbres ? Je ne sais pas. Donc je vais essayer de me calmer. Mais vous voyez où je veux en venir ? Pas de relation, pas de confiance, pas de relation. Pas de relation, pas de confiance. Donc, créer la confiance, c'est juste montrer patte blanche dans le plus simple des bons sens paysans. Ok. La familiarité. Ça, c'est le gros piège dans lequel tout le monde tombe, dans le sens où personne ne daigne respecter cette étape pourtant indispensable. On ne peut pas devenir pote avec quelqu'un dans les 20 secondes
qui suivent le moment où on l'a rencontré. Ça n'existe pas. Et quand je dis pote, on pourrait dire amoureux, on pourrait dire associé, on pourrait dire quoi que ce soit. Donc, les mecs qui arrivent en double salto arrière du 3e étage directement dans mon inbox LinkedIn pour me dire « Hey, coucou, voilà ce que je vends !» À quel moment vous pensez que c'est pertinent? Et pareil pour la prospection. « Hey, coucou, est-ce qu'on se verrait pas demain à 16h ou 17h? Chocolat ou vanille ?» Oh là là, quelle technique de manipulation avancée. T'as dû entendre ça dans un superbe podcast sur la vente. Enfin bref, vous voyez à quel point ça me tord ce genre de conneries. Si vous voulez, comment vous avez fait? Réfléchissez aux gens avec qui vous êtes potes sur LinkedIn. Moi, j'ai plein de potes sur LinkedIn, dont certains que j'ai jamais vus physiquement, dont certains qui sont devenus des frérots, dont certains qui sont devenus des associés. Il y a forcément un moment où ça a commencé. Posez-vous la question, comment ça a commencé? Ça a commencé par un petit commentaire bien placé. Ça a commencé par du contenu qui vous a intéressé, sincèrement. Ça a commencé par une petite réponse à un commentaire. Ça a commencé par de l'habitude, de la familiarité. Être familier, ça ne veut pas dire être grossier. Le premier sens de familier, ça veut dire faire partie du catalogue acquis en termes de mémoire. C'est-à-dire, votre visage m'est familier. Je le connais. J'en ai déjà connaissance, j'ai juste un peu de mal à raccorder les wagons. Vous connaissez cette expression familier. Après, si on peut devenir familier avec quelqu'un, ça veut dire parler un peu en toute liberté, sans filtre, c'est qu'on a justement franchi des étapes relationnelles. Mais revenons sur le premier sens de familier. Vous devez créer de l'habitude, vous devez faire partie du décor de quelqu'un, et ce quelqu'un doit faire partie du vôtre pour qu'une relation puisse naître. Une relation, c'est pas que vous allez vous marier et faire des triplés à tous vos prospects. Ça veut juste dire que vos prospects savent qui vous êtes à n'importe quel moment quand on évoque votre nom. Est-ce que vous pensez que vos prospects savent qui vous êtes à n'importe quel moment quand on parle de vous? Jamais. Et ça, c'est grave, en fait. Et qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre ce truc-là, en fait? C'est ce que je pose comme question aux gens qui font de la stratégie dans leur boîte en bizdev. Qu'est-ce qui vous oblige à être aussi frontaux, à être aussi minablement direct avec les prospects? On vous a fait croire que le volume donne le résultat, mais pour une simple raison, c'est qu'en fait, ce qu'on voulait vous vendre, c'est pas le volume. Ce qu'on voulait vous vendre, c'est une méthode absolument éclatée au sol pour faire du résultat. Sans volume, la méthode ne marche pas. Mais en fait, il y a d'autres méthodes qui existent. Alors, si vous voulez conserver le volume par acquis de conscience, faites-le. Mais essayez juste pour rire de construire une relation avec 10 prospects comme si vous vouliez juste devenir pote avec eux. Un petit commentaire, un petit like. Habituez-les à votre présence. Allez-y, faites-vous plaisir avec vos outils d'automatisation, de buster, de machin, de ce que vous voulez. Que j'utilise moi-même. Il n'y a pas de souci dans la formation que je diffuse autour de moi. Mais si je vous dis que c'est bien de commencer à liker un peu les posts avant de placer un premier commentaire, que c'est bien de placer des commentaires réguliers, puis que c'est bien de d'abord placer des commentaires un peu tranquilles, et puis après de passer à une seconde vitesse où on va commencer à poser des questions en espérant avoir une réponse. Et que si on a une réponse, on peut estimer qu'on a passé un palier. Et qu'après ces réponses, il faut s'assurer d'avoir généré d'abord de la sympathie, ensuite une preuve de pertinence, avant de s'autoriser à essayer d'envoyer un message. Et si je vous dis qu'en respectant toutes ces étapes-là, vous multipliez par 10 vos chances d'avoir une relation. Quand vous atterrissez dans l'inbox de votre prospect, il y a 2 solutions. Soit il sait qui vous êtes, soit il ne sait pas qui vous êtes. Je vous dis un truc, s'il ne sait pas qui vous êtes, vous avez perdu. Oui, il y aura une chance que ça se passe quand même au forceps. Oui, il y a une chance que derrière le talent du sales ou le vôtre, si c'est vous qui êtes concerné, va finalement rattraper les choses. Oui, il y a une chance que finalement le produit l'intéresse. Mais tout ça, les amis, c'est quand même de la rustine sur du dépannage, sur du scotch, c'est du bricolage, les gars. Il n'y a aucune prédictibilité dans ce que vous faites. Il n'y a aucune qualité dans ce que vous faites. Il n'y a aucune compétence dans ce que vous faites, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Ça n'est pas une compétence de savoir envoyer des mails en séquence et d'utiliser des outils d'automatisation pour shooter des messages LinkedIn. Ça n'est pas une compétence. C'est un outil. L'outil peut travailler sans vous. Ça n'est pas une compétence. Ok ? Bonjour, prénom, virgule, j'ai vu votre post sur, ça n'est pas une compétence. Répliquer des templates éclatés au sol que vous trouvez sur n'importe quel mec LinkedIn qui se prétend gourou de la vente, etc., ça n'est pas une compétence. Par contre, adapter votre stratégie d'approche, développer de la pertinence, faire preuve de patience et atteindre une inbox en étant déjà dans la tête de votre prospect et atteindre ce que vous cherchez, c'est-à-dire une relation quasi amicale. Attention, on ne cherche pas à être frérot. Attention, petite lampée de café.
Et oui, aucun son. Bref, je me calme, mais vous avez compris ce que je veux dire. Alors écoutez, je crois que l'épisode va durer un peu longtemps, mais je fais ça pour compenser le fait qu'on n'est pas en forêt. J'espère que ça vous va et j'espère que vous comprenez. Moi, j'ai un call de toute façon dans très peu de temps, là, dans 15 minutes, 20 minutes. Donc, je suis obligé de couper. Mais je vais continuer un tout petit peu là-dessus. Et défoncez-moi la gueule si tout ce que je viens d'utiliser comme temps sur le BizDev ne vous intéresse pas. Mais vous comprendrez mieux. Parce que là, je me suis écarté du pourquoi. Bref, donc il y a 1000 façons de remplir l'agenda d'un sales, mais je vous garantis que si vous passez par le bon sens paysan, la relation d'abord, et la confiance, la familiarité, et simplement la manière naturelle, mais vous n'avez pas idée en fait du résultat que vous allez engendrer. Et je ne connais aucun bizdev qui cartonne qui ne fait pas ça. Je vous le jure. Moi compris. Moi, je n'approche jamais personne en prospection, cash direct, froide, glaciale, débile et catapultée du type « Eh bonjour, prénom, voilà ce que je... » Non mais ça va pas ou quoi ? C'est n'importe quoi. Ça serait déjà n'importe quoi si vous n'aviez aucune autre façon de faire. Mais quelque part, par fatalité, il faut bien prendre une décision et agir et on ne vous en voudrait pas. Mais vous avez vu la multitude de possibilités et d'options que vous avez. Mais c'est une honte de faire ça. Bref, je sais que c'est pas votre faute, même si vous devriez vous rebeller. Donc les gens qui ne font qu'exécuter cette stratégie qui leur est imposée par quelqu'un d'autre, posez-vous des questions et allez peut-être bosser dans d'autres boîtes. Si vous êtes dans une boîte qui vous impose de faire des trucs comme ça, qui vous sort par le nez, si vous n'aimez pas spécialement le persona, c'est-à-dire les prospects, quand je dis les gens, c'est pas les gens en termes d'humains, c'est si vous n'aimez pas spécialement les RH et que vous devez prospecter des RH toute la journée, ça fait deux choses. Si en plus de ça, vous vous en foutez un petit peu du produit que vous vendez, que vous ne comprenez pas vraiment le produit ou ce qu'il apporte à la planète, entre guillemets, ou au monde, mais barrez-vous de la boîte. Barrez-vous de la boîte. Parce que vous allez rentrer en dépression dans les 4 mois qui viennent, je vous garantis. Donc, pour reprendre, c'est quoi l'utopie pour moi ? L'utopie pour moi, alors pourquoi il y a besoin d'une utopie ? C'est parce qu'il y a beaucoup trop de boîtes qui rament. Et là, dernièrement, j'ai assisté au crash, c'est un grand mot, mais à la mort lente d'une boîte. La boîte d'un ami, enfin d'un proche. Et c'est mais d'une tristesse, vous n'avez pas idée. Surtout quand tout le monde s'est débattu pour que ça se règle. Sauf qu'il y a toujours un moyen d'éviter la mort si on fait le post-mortem. Il y a beaucoup de boîtes qui meurent, il y a même beaucoup de boîtes qui n'ont même pas le temps de vraiment apprendre à marcher avant de crever, pour une seule raison. Elles n'ont pas réussi à se vendre. Elles n'ont pas réussi, non pas à trouver leur marché, c'est-à-dire que certaines ont déjà des petites amorces, des petits amuse-bouches de PMF, donc de Product Market Fit. Il y en a qui ont même fait un travail exemplaire pour construire un produit adapté, mais elles n'ont pas été vendre comme on l'entend, soit parce qu'elles ont eu peur de le faire, soit parce qu'elles l'ont fait très mal. Et quand on fait le post-mortem de ces échecs-là, on trouve très régulièrement, pour pas dire systématiquement, des méthodes de prospection soit inexistantes, soit ridicules, minables, baignées de facilité et de pseudo-mode de l'automatisation. Et on voit qu'en fait, on avait à peine ouvert 1% des conversations qu'on aurait aimé et qu'on aurait dû avoir ouvertes pour espérer survivre en termes de CA. Et ça, c'est un grave problème. Donc, mon utopie, c'est quoi ? Mon utopie, c'est qu'en apprenant à des business développeurs qui, de toute façon, sauront faire la merdouille de volume et d'asmater toute la terre avec leurs messages, ça, c'est bon. Vous leur apprendrez en 3 jours sur Internet, ils savent faire. Il n'y a pas besoin d'être des prix Nobel pour faire ça. Mais en apprenant aussi à ces gens-là à développer des vraies relations avec leurs homologues, avec les personas qui sont juste d'autres humains, et à accumuler des vraies relations dans le temps, en fait, toutes les boîtes ils gagneront. Je sais pas trop encore comment vous l'expliquer de la manière la plus simple, mais un bizdev, ça devrait être quelqu'un qui n'a qu'à scroller dans son répertoire de gens avec qui il a déjà une relation pour envoyer des leads à une boîte. Et un peu, et souvent, mais un peu, dans mon utopie, continuer à en créer de nouvelles. Imaginez quelqu'un, d'ailleurs pour moi, le bizdev devrait être le prochain grand game soloprenarial. On ne devrait pas avoir de bizdev en interne. On devrait avoir des sales en interne. Ça, j'insiste. On doit avoir ces sales en interne. Mais pas des bizdev. Le bizdev, il doit être spécialisé non pas sur votre produit, mais sur le persona. Imaginez que vous êtes passionné par les RH, pour reprendre la comparaison. Vous avez peut-être même, vous, été RH ou occupé des fonctions périphériques des RH. Vous êtes qualifié sur les RH. Vous avez lu sur les RH, vous avez consommé du contenu sur les RH, vous connaissez des RH et vous parlez avec des RH.
Et vous avez l'âme d'un créateur de contenu. Ah oui, mauvaise nouvelle les gars, l'avenir des BizDev appartient aux créateurs de contenu. Ça, je vous le pose là. Aux gens qui ont une personnalité, un personal branding et qui savent créer du contenu. Je parle pas de haute qualité, je parle pas de contenu d'élite, je parle pas d'avoir son programme à Hollywood. Je vous parle juste d'avoir la capacité à écrire, la capacité à produire, la capacité à publier, la capacité à partager, la capacité à assumer les échecs d'un contenu. Si vous n'êtes qu'un passif, si vous n'êtes quelqu'un qui ne fait que travailler dans l'ombre, sauf si vous travaillez pour une boîte où de toute façon la cible n'est sur dans aucun endroit d'Internet, ok, mais en dehors de ça, vous allez droit dans le mur. Essayez de vous forcer, en tout cas, essayez de vous essayer à la création de contenu. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes fan d'un persona, devenez-en un spécialiste, ouais, voilà, dans les deux sens. C'est-à-dire que devenez un spécialiste de tout ce qui concerne la vie du persona que vous pourrez expliquer aux boîtes, et devenez-en un spécialiste de tout ce que toutes les boîtes du monde font qui peuvent amener quelque chose au persona, et créer des relations avec ce persona qui seront de toute façon sincères, puisque vous en êtes véritablement passionné. Si vous créez le meilleur podcast pour votre persona, si vous créez le meilleur contenu pour votre persona, pas dans le but de lui vendre un truc précis parce que c'est votre boîte qui vous envoie en mission pour faire le pseudo livre blanc de mes couilles de je sais pas quoi où il n'y a aucune valeur dedans, un PDF où c'est même pas qu'il est aéré le PDF, c'est qu'en fait c'est un courant d'air le PDF. Tout ça pour avoir l'air d'être un expert alors que ça fait 2 mois et demi que vous êtes entré dans la boîte et que vous avez découvert toute l'industrie la semaine dernière. Si vous êtes sincèrement passionné et que vous créez du contenu de passion réel et que vous le partagez et que vous aidez le persona à se parler entre eux, enfin bref, imaginez que vous êtes passionné. J'avais un pote qui était photographe qui était autoproclamé photographe de concert. Et il était en cheville avec 2-3 salles et il était passionné par certains groupes rock et il arrivait toujours à avoir un accès pour pouvoir prendre des photos bénévolement du concert, alors en ayant assez peu d'accès, mais quand même, et à condition qu'il donne toutes les photos qu'il avait à disposition, mais ça lui permettait de partager son travail. Mais lui, il était passionné par ce qu'il faisait, par son persona qui était ces fameuses rockstars, etc. Enfin, je divague, c'est pas une très très bonne comparaison, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a bâti de la confiance pour pouvoir en arriver là. Essayez de vous mettre dans cette peau-là, mais pas en mode fanboy, c'était pas un très bon exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez des relations avec votre persona qui sont des vraies relations humaines, le jour où vous trouvez pertinent de leur parler d'un produit que vous connaissez, parce qu'en plus d'avoir des relations avec votre persona, vous êtes spécialisé sur le marché de tous les outils qui peuvent toucher à la vie de votre persona, et peut-être même que vous vous êtes niché sur une problématique, sans pour autant travailler dans une boîte spécifique, mais votre persona, il vous écoute. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Votre persona, il vous écoute. Ça veut dire qu'au lieu d'être BizDev pour une boîte qui vous fouette et qui vous demande de bosser, comme on vient de l'évoquer, comme une plateforme offshore de l'île Maurice, en fait, vous pouvez bosser pour 70 000 boîtes en même temps, tant qu'elles adressent le même persona tant qu'elles adressent le persona dont vous êtes spécialiste. Et vous ferez... Vous voyez, c'est un peu comme un critique de film, un critique culinaire, un critique de cinéma. Mais ça s'appelle du business development pour les boîtes. Parce que vous, ce qui est la conséquence de ça, c'est qu'une fois que telle personne qui font partie de votre persona et surtout de votre répertoire de relations déjà créées, une fois qu'elles auront accepté d'entrer en conversation commerciale avec tel et tel outil, pour eux, c'est du business entrant. Hein. Ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autre sujet. Je ne sais pas si vous voyez un peu mon utopie. Et pour moi, business développeur, c'est le métier de survie par excellence. À condition d'être en mesure de créer des relations. Mais on vous fait croire que créer des relations, c'est être un espèce de Jean-Claude Convenant là, qui arrive et qui ouvre sa grande gueule et qui parle avec n'importe qui. On fait croire que c'est de l'extraversion absolue, mais pas du tout. Pas du tout. Créer des relations, c'est de la pertinence, c'est de l'esprit, c'est du timing, c'est de la patience, c'est de la résilience, mais c'est aussi de l'orchestre. C'est être capable, de savoir gérer les mouvements progressivement. Le tout, 80% en ligne si on veut, hein, même voire 100%. Hein. Après, à un moment donné, c'est bien de savoir en visio, c'est bien de machin. Bref, je vais arrêter de divaguer là-dessus, mais c'était pour vous expliquer un petit peu. Donc moi, mon utopie, c'est que tous les BizDevs soient plus tard des freelances, et au-delà d'être des freelances, des spécialistes, des solopreneurs, et qu'ils soient tous spécialisés sur un ou plusieurs, mais je ne conseillerais jamais plusieurs, personas dont ils sont littéralement experts et passionnés, et qu'ils cherchent toujours à augmenter le nombre de gens avec qui ils sont en relation, mais qu'ils gardent surtout tous les gens avec qui ils ont déjà une relation. Il n'y a rien de pire quand on regarde un BizDev qui s'évertue à arracher des discussions avec des gens
qui derrière, dès que c'est parti dans l'agenda d'un sales et en sachant que ça va à 90% du temps déboucher sur rien, qui n'entretiennent rien. Enfin, je veux dire, c'est comme si vous passiez votre temps à planter des graines et à arrêter de les arroser dès qu'il y a une petite pousse qui arrive. Oui, mais moi, mon problème, c'est qu'on m'a demandé que de faire naître la petite pousse, pas de faire pousser un arbre. Ah ouais, mais c'est un peu fou, vous. Bon, bref, je passe un message. Si tu es jeune ou pas, que tu as le sens du contenu, que tu as envie de créer, que tu n'as pas de problème à aller développer des relations. Quand je dis de problème, c'est pas de problème en termes de capacité, c'est des problèmes avec toi-même. C'est est-ce que tu es tellement introverti que tu peux pas aller parler comme ça, tu peux pas aller commenter, tu peux pas aller liker. Bon, de toute façon, tu aurais déjà un problème avec le contenu. Eh ben, pose-toi la question de si tu devais parler tous les jours à un persona dans le sens à quelqu'un qui fait un certain job dans un certain type d'entreprise, dans un certain secteur, qui ce serait? Et demande-toi si tu peux pas te spécialiser un peu sur la vie. Demande-toi si tu étais demain un agent de la CIA et que je te disais en amont d'un assaut ou d'une capture incroyablement importante pour le gouvernement et la sûreté nationale, on doit tout savoir sur cet individu. Crée-toi un individu fictif mais qui est ton persona. Janine, l'ARH, je caricature. Comment tu ferais ton enquête? Fais ton enquête, construis ton dossier, trompe-toi et affine-le, compare-le avec certains qui font le même exercice que toi, va parler à ton persona, fais des recherches sur ton persona, lis, fais un effort, plonge-toi dans la vie de ce persona. Sois l'expert que ne seront jamais les boîtes qui vendent des outils à ces personas. Parce que le job d'une boîte, c'est pas d'être l'expert d'un persona. Le job d'une boîte, c'est de créer un produit et de le vendre et de le délivrer. Évidemment, il y a un peu de place derrière pour être quand même un petit peu au courant de ce qui se passe dans la vie du persona, mais la boîte, elle n'a pas le temps. La boîte, elle est obligée d'être piégée dans ses propres biais de rapidité qui fait qu'elle croit qu'elle sait et qu'elle raccourcit, elle caricature, elle présuppose. Mais elle n'a pas le temps d'être 100% experte d'un persona. Son job, c'est de créer quelque chose, d'arriver à le vendre à des gens et de délivrer. Et dans le délivrer, il y a quasiment tout le temps qui est occupé. Okay ? Donc si toi, tu deviens cet expert, n'importe quelle boîte à la porte de laquelle tu iras taper en disant voilà, dans mon répertoire, il y a 80 personnes qui sont des clients potentiels. J'aimerais qu'on travaille ensemble. Comment est-ce qu'on s'organise? Ce qui est typiquement ce que tu fais quand tu t'assois dans un entretien d'embauche auprès d'une boîte qui cherche des bizdev. C'est juste que toi, tu es en train de lui donner ton exclusivité quasi gratuitement. Tu es en train de te soumettre complètement aux méthodes de travail qu'elle va t'imposer. Et tu es en train même de lui laisser le choix sur qui tu vas adresser, quel persona et comment. Bref. Je ne vais pas m'enfoncer plus. Si c'est un sujet qui vous a déplu, vraiment faites-le moi savoir. C'est ma responsabilité aussi d'encaisser les retours et de me dire s'il faut créer un environnement, et c'est ce qui va être le cas. La chaîne Outbound Mafia a malheureusement pas vu le jour. Parce que c'est là où je voulais en venir. La chaîne Outbound Mafia a été créée, on a déjà tourné quelques trucs et il y a eu un pivot assez fort qui a été fait, qui était inattendu. Pivot, c'est un changement dans le modèle, dans l'activité, et ce qui fait qu'en fait les contenus sont devenus à 80% obsolètes, et comme on avait créé une espèce de cohérence visuelle, c'était pas la peine de vous garder les 20%. En tout cas, ça a été ma décision. Croyez-moi, ça fait mal quand on écrit, qu'on scripte, qu'on nettoie, qu'on prend la peine de produire et de post-produire un contenu qualitatif. Pour le coup, là, on n'était pas sur la webcam frontale. Ça fait mal, mais c'était un choix délibéré, et le problème, c'est que depuis, le temps manque un petit peu, donc je manque un petit peu de largeur d'emploi du temps pour pouvoir reprendre tout ça. Mais ça va être le cas, rassurez-vous. Si c'est un sujet qui vous a déplu, faites-le moi savoir. De toute façon, un environnement dédié va voir le jour assez prochainement. Mais voilà, c'était pour vous donner un peu plus de billes. Et pourquoi je fais ça? Parce que, encore une fois, je pense que l'avenir des boîtes qui ont le potentiel d'arriver à vivre longtemps se trouve dans la manière qu'elles auront d'aller chercher leurs clients. De leur vendre, évidemment, aussi. Mais, comme je le dis souvent, essayez de me montrer ce qu'on est capable d'exécuter sans idée à la base, et je vous dirai rien. Et essayez de me montrer ce qu'on est capable de vendre quand on n'a pas de prospect qui est prêt à acheter en face de soi. Rien non plus. Donc, je répète et je terminerai là-dessus, je pense que l'avenir des boîtes, et dans les boîtes, il y a celles qui changeront le monde, il y a celles qui feront avancer les choses, il y a celles qui trouveront les solutions à nos problèmes les plus graves, car je fais partie de ces croyants qui pensent que la plupart des solutions, pour pas dire 100%, des plus gros maux et des plus gros problèmes de la planète se trouvent dans l'innovation qui sera engendrée par les entrepreneurs, par les entreprises. J'ajouterai une nuance à ce que je viens de dire en disant que au-delà des solutions à nos plus grands maux se trouvent également peut-être nos prochains plus grands maux dans les mouvements et innovations des boîtes. Donc ça veut dire que je suis pas en train de vous dire que les boîtes c'est que du bien, mais
Si on veut accepter d'avoir une chance de toucher du bout du doigt les plus belles solutions à nos plus gros maux, à nos plus gros problèmes, via la foi et la confiance qu'on accordera à l'innovation qui est inhérente, qui fait partie de l'ADN des entrepreneurs et des entreprises, eh ben on est obligé dans le contrat d'accepter que certains feront aussi du mal. Ça ne veut pas dire qu'on accepte le mal en tant que tel, ça veut dire qu'on accepte de devoir y faire face, de l'encaisser et d'y survivre à chaque fois. Donc, voilà à quoi je crois, je crois en ça. Et donc, si je crois que ces boîtes qui seront pas les gardiennes, mais en tous les cas les sauvegardes potentielles de notre avenir par leur innovation, il faut bien que j'aide à ce que toutes puissent aller au bout, alors à mon humble niveau. Et je n'arriverai jamais à déterminer, parce que je ne suis pas médium en fait, laquelle a le plus de potentiel. Donc je n'ai d'autre choix que d'essayer de les aider toutes, à mon humble niveau encore une 50e fois. Et mon humble niveau, ce que je peux faire, c'est de diffuser une façon de raisonner les boîtes sur leur manière d'aller trouver leurs clients, pour m'assurer que toutes celles qui appliqueront ce que j'essaye de tabasser comme valeur et comme méthode trouveront bien leurs clients, mais trouveront des clients qui les garderont longtemps. Après, attention, une boîte qui vend de la merde, vous pouvez utiliser les meilleures méthodes du monde pour aller trouver vos clients. Vous trouverez des clients, mais soit vous n'arriverez pas vraiment à vendre, et soit de toute façon vous vendrez très peu et la réputation vous enterrera. Mais ça n'aura aucun rapport avec votre manière d'aller trouver des clients. J'en ai fini avec cette tartine de Why. Grosse dédicace à Simon Sinek qu'on embrasse très fort, sur son bouquin qui s'appelle Le Cercle d'Or. Alors, c'est un peu trop dev perso, ambiance philo-mentale pour moi, mais ça reste des très bonnes choses auxquelles s'exposer pour avoir de l'inspiration. J'espère, alors là, comme un signe, le ciel s'éclaircit légèrement. J'espère de tout cœur pouvoir vous enregistrer un épisode normal demain matin. J'essaierai donc de tenir ma parole et de toucher les quelques questions qui m'ont été posées. J'ai pris un peu plus mon temps ce matin, c'est pour compenser. C'est comme ça. Là, il faut vraiment que je file parce que j'ai le call à préparer. Faites-moi vos retours. Attention, encore une fois, ceux qui tombent sur cet épisode pour la première fois de leur vie, enfin sur ce podcast pour la première fois de leur vie via cet épisode, hasard de dingue, mais vous êtes tombés sur le pire possible. Allez voir les 13 autres en fait, parce que c'est les 13 autres qui sont le vrai format. Celui-là, c'était juste une preuve de mon amour pour vous, de ne pas vous laisser tomber. Et de quand même délivrer quelque chose, un épisode avec du blabla à l'intérieur, sans la gambade, hélas, mais en tout cas vous aurez vu que la gamberge était quand même là, le tout avec une petite mélodie audio plus facile à entendre pour vous, j'espère. Je vous embrasse, faites des choses, exécutez. Si vous êtes bizdev, que vous avez besoin d'aide, venez me voir. Si vous êtes bizdev, que vous voulez que toute votre boîte, toute votre boîte, vous savez, ça c'est les filtres naturels cérébraux pour éviter l'autopromo. J'allais pas vraiment faire mon autopromo, j'allais juste vous dire, si vous êtes bizdev et que vous voulez que toute votre boîte ait de l'aide, venez me voir aussi et on trouvera une solution. Et si on vous prospecte de manière scandaleuse, n'hésitez pas parfois à m'envoyer tout ça. Voilà, sans jouer aux spammers, je n'ai aucune pitié pour les spammers. Voilà, à très vite, enfin à demain pour moi. Faites des choses, exécutez, refaites-moi, continuez à me faire mes retours et prenez soin de vous surtout, passez une belle suite d'été. T'es encore là ? Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment, si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin ? À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.